Salut à tous, ravi de vous retrouver en live comme tous les mercredis sur les Facebook et YouTube de BTLV. C'est en clair et en accès libre. Très heureux de vous savoir au rendez-vous des affranchis de l'info. Durant ce nouveau numéro et entouré des journalistes de la rédaction, je propose un coup de projo sur l'actu BTLV. Au sommaire, cette semaine, la communication animale. Avec Shaina Lebeau, notre invité grand témoin, les chats attachés à leur maître comme à des parents, les fourmis qui soignent les plantes, le blob, un être vivant bien étrange, le cerveau qui serait aussi actif la nuit que le jour, la baisse de l'espérance de vie. Le plastique peut être un nouveau carburant, les sols lunaires et martiens seraient cultivables, on verra cela. Une téléportation réussie et les ultrasons plus forts que les antidépresseurs. Alors bien sûr, on est en direct sur Facebook et YouTube, ce qui veut dire que vous allez pouvoir réagir à l'actualité que nous allons évoquer ce soir pendant 1h30 à peu près. Et quand je dis réaction, c'est questions, commentaires, bien évidemment. Vous pouvez aussi échanger entre vous. Et puis, c'est François qui va collecter toute l'information que vous allez pouvoir nous donner, réagir aussi. Salut mon François. Présent. Ça va bien? Très très bien. Heureux? Heureux, déjà beaucoup de monde. Hein. C'est vrai, et tant mieux, c'est grâce au décompte. Vous avez vu qu'on a mis un petit compteur avant. Ils sont à l'heure. Ils sont à l'heure. Voilà, avant, ils allaient, je sais pas, aux toilettes, je sais pas ce qu'ils faisaient. Mais... ils faisaient ce qu'ils voulaient, voilà. Mon François. En tout cas, il y a Sylvie qui est là, il y a Zaz, il y a Sabine, il y a Wes, il y a Daniel, il y a Olivier, il y a Will, il y a Robert, il y a Matt, il y a FX. Il y a beaucoup de monde déjà partagé. Bien sûr, on vous le dit souvent, les réseaux sociaux, ça sert à ça. C'est l'occasion pour nous, en clair, d'échanger et pour vous de partager l'information. Vous pouvez prévenir les gens autour de vous qu'il existe un média rare, différent, unique pour certains dans tous les cas, un média qui, en 6 ans, est devenu le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué, pour avoir un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. À mes côtés également, Thierry Penin, notre journaliste magnifique, sublime. Comment ça va? J'aime beaucoup la couleur de ta chemise, figure-toi. C'est bien, c'est bien. J'aime beaucoup la tienne. Donc, vous verrez que ce soir, on a été un peu quand même, hein, on a une panoplie. Ouais. D'autant que le troisième a arboré une telle chemise, c'est Mathias Leboeuf. Salut Mathias. Ouais, Thierry, il n'y a pas la cravate. Hein. Non, c'est vrai. Mais t'as vu, on a fait un dégradé. Ouais. Chemise bleue sans cravate, moi, chemise bleue, cravate noire, voilà. Et toi, chemise bleue, cravate et veste noire. La totale. La totale. Ça va? Ouais, parfaitement bien. Bon, ravi en tout cas de vous savoir avec moi aujourd'hui. Et puis notre grand témoin, c'est Shaina Lebeau. Salut Shaina. Bonsoir. Ça va bien? Très très bien, merci de m'accueillir. Bon, non, c'est un vrai plaisir. On a eu l'occasion il y a quelques années de faire une émission sur la communication animale. Parce que vous faites de la communication animale une faculté qui vient peut-être de votre environnement, élevé à la ville, mais aussi à la campagne. Vous avez grandi entouré d'animaux. Et vous dites que vous communiquez avec eux depuis toujours, sans avoir osé le dire au départ, bien sûr, par peur qu'on ne vous croit pas, peut-être aussi par peur du jugement. Du coup, vous vous êtes renfermé dans un monde intérieur que vous avez décrit comme merveilleux, un monde dans lequel on communiquait rarement avec des mots, plus par la pensée. Rapidement, vous avez découvert que tout le monde ne communiquait pas forcément avec les animaux et que vous étiez la seule à les entendre et les comprendre. Alors, quand on parle de communication animale, déjà, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, les médiums sont souvent pris pour les plus rationnels, pour des frappadingues. Ouais. Mais alors, quelqu'un qui dit « je communique avec le serpent, avec le chat, avec le chien, avec l'âne ou l'éléphant », alors je vous dis pas, là, on prend des cachets aspirine, on va se coucher, là, vous êtes avec une camisole. C'est vrai que ça n'a pas dû être simple. La première fois que vous avez entendu un animal vous parler, vous étiez petite, mais comment ça s'est passé? En fait, j'entendais les animaux, mais je ne me posais pas cette question. Pour moi, c'était naturel et je pensais que tout le monde le faisait. D'accord. Donc, j'ai pas aucune question. Et après, vers l'âge de 8 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit « arrête de nous dire ça ». Ils étaient en train de tuer un animal auquel j'étais très attachée pour le manger. Et à ce moment-là, on m'a dit « tais-toi ». Et dès qu'on m'a dit tais-toi, je me suis dit, j'ai pris au premier degré et je me suis tuée avec les êtres humains jusqu'à l'adolescence. Ah, carrément? Oui, oui. Ah ouais. Mais c'est comme, tu viens de le dire, ouais, on va se tutoyer, Bob. Ouais, alors, comme vous voulez. Non, je plaisante, je mets la pression. J'ai du mal à non, vous mais voyez. comme tu veux. Et
En fait, tu t'es mis dans un mutisme parce que tu t'es protégé, en fait, c'est ça. Voilà. Du coup, j'ai conservé la télépathie qu'on a tous à la naissance, faut quand même pas l'oublier. J'ai conservé la connexion à la nature, avec les animaux. Et puis, plus tard, quand j'ai repris la parole, tout ça, c'était authentique. Ouais, quand tu dis on a tous la télépathie à l'adolescence, mais il y en a pas non, à la naissance. Ah, à la naissance, j'ai compris, à l'adolescence. Non. Dès qu'on vient au monde, on a la télépathie qui est active et on la perd petit à petit parce qu'on est conditionné par le monde environnant, par la famille, etc. Et pourquoi on se coupe? Tout simplement parce qu'on a besoin d'amour et que pour coller à ce qu'on attend de nous et obtenir de l'amour, on se coupe de tout le reste. Les animaux, ils te disaient quoi? C'est-à-dire qu'ils étaient dans leur quotidien, tu les entendais, ils te parlaient, ils disaient tiens, je vais aller manger une salade, comment c'était? Non, en fait, c'était un échange. On a toujours parlé beaucoup d'amour avec les animaux, parce que c'est quand même le sujet essentiel. Et vous tous, là, tout de suite, si vous avez des animaux à la maison, vous pouvez vous connecter en fermant les yeux avec votre animal, et immédiatement, vous allez ressentir cet amour. Après, tout le reste, ça demande de se reconnecter à la télépathie. C'est ce qu'on fait pendant les stages d'initiation. Et une fois qu'on est reconnecté, savoir comment chacun reçoit les informations. Parce qu'on va les recevoir avec nos 5 sens, mais chacun va, comment on va les recevoir en fonction de qui il est. Donc un coup, ça va être des images, des ressentis, la truffe, des odeurs, ou entendre. Alors, je sais que vous faites des stages, vous permettez aux gens de communiquer avec leur chien, avec leur chat, avec leur cochon d'Inde. Et c'est facile Oui, mais c'est très simple. Ah ouais? Parce que moi, quand je regarde mon chat, franchement, je sens qu'il y a de l'amour. Voilà, hier, j'étais sur le canapé en train de regarder un match de foot, et mon chat était là, il me regardait. Je me dis, tiens, t'as de la chance de me regarder, je disais. Donc, et en fait... Alors, la première chose... D'habitude, les gens payent pour me regarder. T'as pris ton abonnement? Elle me regardait dans les yeux et je sentais que... Il y a quelque chose qui se passe, mais je l'entends pas, j'entends rien. C'est normal. Si tu es occupé à regarder ton match de foot, tu peux pas aussi communiquer avec le chat. Donc déjà, c'est communiquer avec le chat uniquement. Elle a qu'à dribbler comme Mbappé, et puis après on verra. Donc, non mais, c'est-à-dire quoi? Plus sérieusement, c'est-à-dire que, moi, franchement, quand tu regardes un animal, ton animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, pour les plus communs, il y a quelque chose qui se passe dans le regard. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'il y a une vraie envie de communiquer. Moi, mon chat se plante devant moi, il me plonge ses yeux dans les miens. Et il y a quelque chose, il y a une information qu'il veut faire passer, mais j'entends pas. T'entends pas parce qu'en fait, lui, ce qu'il fait, son boulot, c'est qu'il capte les émotions, les pensées chez l'être humain avec lequel il vit, ou les êtres humains. Après, il y a une histoire de mission dont on parlera tout à l'heure. Une fois qu'il a fait ça, il demande des choses, il veut exprimer des choses, mais depuis qu'il est au monde, en fait, personne n'entend ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc lui, au bout d'un moment, on lui donne 3 croquettes, on ouvre la fenêtre, et qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Pas de donneur, je m'en vais, et puis je passe à autre chose. Donc, pour que toi, tu puisses entendre, il faut que tu saches déjà comment tu reçois ces informations. Ça fait partie des exercices qu'on fait la première journée du stage d'initiation. Tant qu'on ne sait pas comment on reçoit les infos, on peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas communiquer avec l'animal. Donc, tu apprends le code, quoi, en fait. Il y a un code il y a une reconnexion avant pour se remettre à la télépathie qu'on a tous, et ensuite les codes. Alors, il y a un stage le 7 novembre à Aiguillon, c'est du côté de Agen, par là-bas. Voilà. Et puis, il y en a un le 8 et 9 novembre à Toulouse. Il y en a d'autres, bien sûr, que vous retrouvez sur ton site internet. Voilà, shaina-lebeau.com. Il y en a dans toute la France et toute l'année et partout, y compris à l'étranger. Et alors là, pour le coup, je peux bien le revendiquer parce que vous risquez rien. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes que du bonheur si vous arrivez à communiquer avec votre animal. Alors, tu es le grand témoin des affranchis de l'info. Tu vas pouvoir donner ton avis sur les informations qui vont être communiquées. On va commencer avec Thierry. Alors Thierry, justement, il t'a montrer son animal, son chat, c'est ça? Et tu lui diras tout à l'heure ce que son chat veut lui dire. En tout cas, justement, les chats seraient, d'après Thierry, attachés à leur maître comme à des parents. Hein, mon Thierry? D'après une étude de l'Université de l'Oregon, effectivement, on dit toujours le chien est l'ami de l'homme, eh bien le chat aussi. Ils ont pris 70 chatons et puis ils les ont séparés de leur maître très rapidement, pendant 2 minutes. Mais c'est un test qu'ils font avec les enfants et qu'ils ont fait en 2018 avec des chiots. 2 minutes avec le maître, 2 minutes sans le maître, et le maître revient dans la pièce. Ils ont fait avec des chats ou avec des chiens? Là, ils ont fait avec des chats, 70 chatons, et 65% ont eu les réactions qu'on appelle d'attachement. C'est-à-dire qu'on les a vus un petit peu angoissés. Les scientifiques savent très bien quand un chat angoissé, il va être tendu, enfin ils savent comment ça marche. Angoissé pendant les 2 minutes de l'absence, et dès que le maître revient, effectivement, eh bien là, détente, câlin, ça commence à rejouer, etc. Et 65% de ces chats ont eu cette réaction. Alors je voulais juste dire en régie qu'ils se sont quand même plantés, quand même. Le sujet, c'est les chats sont attachés à leur maître comme à des parents.
et ils ont écrit les chats sont attachés à leur bête comme à des passions. Voilà. Donc voilà. Voilà. Mais lapsus intéressant, mais c'était pas ça du tout, hein, Pipo et Bimbo à l'arrivée. Donc voilà, mais c'est pas grave. Et je leur ai donné les infos hier. Mais c'est pas grave, on continue. Donc voilà, 65%, eh bien c'est exactement le même chiffre que les enfants et que les chiens. D'accord. 65% de ces réactions d'attachement. C'est marrant parce qu'en plus les chats, on dit souvent qu'ils sont très autonomes. C'est-à-dire par rapport autant un chien, il est très attaché à son maître. Le chat est plus autonome. Le chat n'a pas la même distance. C'est ça. C'est pas la même distance que le chien, mais le chat, c'est un animal très sociable. Oui, complètement. Moi, je vois le mien, c'est hallucinant. Mais il semblerait, tu vois, qu'on a beaucoup plus de... Enfin, ça dépend, les chats, on a beaucoup plus de câlins. Il y a une sorte de communication un peu plus directe avec les chiens. Les chats, ça peut être quand je veux, quand je veux pas, je fais ce que je veux quand je veux. Les chats, c'est ça. Eh bien, ça n'enlève pas le fait qu'ils soient très attachés à nous, qu'on est leurs parents avec un grand P. C'est ce que cette étude de l'Oregon nous montre. Comme les chiens, exactement au même niveau qu'une expérience qui a eu lieu en 2018. Il y a quand même une indépendance plus importante chez le chat. J'imagine que toi, tu l'entends parce que quand j'ai mon cousin qui produit une émission sur une télévision sur les chats et en fait, ils mettent des caméras, tu sais, sur les chats et les gens pensent que leur chat reste à la maison dans le petit jardin et en fait, les chats, ils font 12 bornes la nuit. Ils vont se battre, ils vont bouffer dans les gamelles de tout le monde, ils vont se faire câliner et ils reviennent. Donc en fait, c'est très indépendant. Ils te le disent, toi, quand tu les entends? Oui, alors en fait, il y a une chose déjà intéressante, c'est que le nombre d'êtres humains qui me disent j'ai un chat-chien à la maison. Un chat-chien. Un chat-chien. C'est ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est incroyable. Donc ça veut dire que même quand on se base uniquement sur ce qu'on voit, ce qu'on ne fait pas en communication animale, mais nous, sur le comportement du chat en visu, déjà ça fonctionne. Et quand on communique avec eux, on s'aperçoit qu'ils font partie de la famille. C'est pour ça que, quand on discutera, vous vous rendrez compte que je ne parle jamais de maître, je parle toujours d'humain. Parce qu'on va se positionner en famille avec des humains et des animaux. Donc on ne va jamais se positionner de façon pyramidale. Oui, puis maître, il y a un côté un peu, j'ai l'ascendant sur le truc, etc. On va pas se positionner non plus en parent, même si c'est super intéressant comme analyse. On va se positionner comme on a chacun sa place et on est dans une famille. C'est un membre de la famille. Bah, nous, elle a bien pris sa place, la chatte. Il n'y a aucun problème. Et là où je voudrais rebondir, c'est de dire les chats patients dans l'erreur qui a été faite. C'est extraordinaire. Parce que non, ne leur dis pas parce que si tu veux déjà après ils vont dire on a fait une faute, c'est exprès. Mais non, c'est un beau lapsus parce que les animaux vont nous parler des petites choses de la vie, mais leur sujet préféré, c'est les humains avec lesquels ils vivent. Et ils vont les accompagner, leur suggérer plein de choses. Parce que moi, je me souviens quand j'ai reçu mon chat, en fait, elle avait 6 mois, elle avait été engrossée, donc elle était sur le point de mourir parce qu'elle était trop jeune pour être engrossée. C'est joli comme terme. Et en fait, non mais c'est vrai, et en fait, je sais parce que le lendemain, je suis allé tout de suite chez le vétérinaire, et elle a dit, si vous ne l'aviez pas recueillie, elle serait morte quand même, elle était trop petite. Et en fait, moi, je détestais les chats. J'avais une aversion pour les chats. Et en fait, le seul vers qui le petit chat est allé, elle s'est positionnée sur mes genoux. Et elle a dû se dire, c'est lui qu'il faut convaincre. C'est ça, quoi. Bon, j'ai fondu, bien sûr, une petite boule comme ça de poil. Le soir, je l'avais nettoyé, je l'avais emmené le lendemain chez le veto, j'ai acheté des croquettes et tout machin. Bon, et ça fait 14 ans qu'elle est avec nous. Hein. On est d'accord que tu as ressenti que tu n'avais pas le choix ce jour-là. Ah non, de toute façon, elle avait décidé, elle avait dit, c'est là, je viens là et terminé. Et la question, c'est pourquoi La question, c'est pourquoi l'animal, il se présente devant toi et que tout de suite, il y a un mariage avec l'amour d'un coup. Ah ouais, c'est indéfectible. C'est vraiment une passion que j'ai pour mon chat. Et on sent, elle vient, se colle avec moi. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Donc, c'est un truc... En fait, les animaux, ils peuvent tomber du ciel. Ils trouveront toujours une solution s'ils sont en mission avec l'être humain. Et ils arrivent et ils se positionnent. Et de toute façon, ils vont y arriver quoi qu'il arrive. C'est fou, ça. Mathias, tu voulais réagir? Tais-toi un peu, toi. Allons. Bernard Weber, que tu as reçu ici, vient de publier un bouquin sur les chats. C'est Bernard Werber. Parce que Werber, oui, pardon. Weber, c'est un barbecue. Bernard Werber, il vient de publier un bouquin sur les chats. Il racontait un truc qui m'avait fait assez rigoler. Moi, je connais bien les chats parce que j'en ai eu plusieurs. Il disait, le chien va penser... il me donne à manger, il me câline, il me sort, c'est mon maître. Et le chat va penser, il me donne à manger, il me câline, il me sort, je suis son maître. Je trouve que c'est hyper bien comme parabole. Parce que de toute façon, quand même, par rapport au chien, c'est vrai, le chat, il te mène par le bout du nez quand même. Hein. Les maîtres, ils sont souvent au service du chat. Les humains ou les maîtres? Alors on dit les humains, d'accord. Les humains. T'as l'impression que c'est un peu le chat qui décide dans la maison. Hein, donc alors que le chien,
c'est vrai qu'il attend plus facilement, il est un peu Mais il y a quand même quelque chose dans les yeux d'un chien, moi, qui me bouleverse, c'est-à-dire que il y a un regard dans l'œil d'un chien, c'est juste surréel. Alors, il y a Alain, je crois, qui dit mon chien, il communique par télépathie quand je suis en train de manger ou un truc comme ça. Donc, la télépathie de la bouffe, ça m'a fait beaucoup rire. Mais le regard du chien, c'est quand même exceptionnel, quoi. Oui, ou pas, ça dépend. Ah oui, ou pas? En fait, à travers le regard, l'animal exprime des choses, mais à travers ses comportements justes ou considérés comme inadaptés. Dans tous les cas, il essaye de passer un message. C'est juste ça. Alors effectivement, on peut rigoler par rapport à la bouffe parce que c'est essentiel de manger pour tout le monde. Et nous aussi, on bave devant une belle crêpe au chocolat. J'espère qu'on en aura une après. Parce qu'ils en ont acheté, là, il y en a plein, donc voilà. Donc voilà. Bon, c'est des crêpes sous cellophane, c'est un peu carton-pâte, mais bon, ils bouffent ça l'après-midi. Donc c'est François, ils se font des petits goûters, des petits thés, ils sont bien. Je vais leur acheter des plaids pour l'hiver, ils vont être bien, donc il n'y a pas de problème. Alors, j'ai oublié de lancer le sondage parce que comme vous êtes bien sûr sur Facebook et YouTube, vous allez pouvoir réagir et on a besoin de votre sentiment. Croyez-vous à l'intelligence des animaux? Ça, c'est le sondage. On aura à la fin de cette séquence, votre point de vue. Croyez-vous à l'intelligence des animaux? Alors, si vous êtes sur YouTube, il faut participer au sondage sur Facebook parce que YouTube n'accepte pas le sondage. On va parler des fourmis. Il y a Thibaut qui dit oui, les fourmis aussi, j'en ai adopté une. Elle s'appelle Cronde. Donc, je ne sais pas. Peut-être que j'ai jamais adopté parce de que micro-ondes. Micro-ondes. Ah, d'accord. C'était. Ah bon, d'accord. La fourmi micro-ondes. La fourmi micro-ondes. Ah là là, putain, faut aller loin. C'est quel est le cri de la fourmi? Elle micro-ondes, parce que la fourmi micro-ondes. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez un humour pénible, hein. Je vous dis, donc, bon, alors, on va évoquer. Donc, d'abord, saluons tous ceux qui viennent d'arriver parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes au rendez-vous qu'on vous fixe le mercredi en clair sur Facebook et YouTube. Merci mille fois. François, on va parler de fourmis justement. Les fourmis soignent les plantes. Oui, alors je ne sais pas si Shaina peut communiquer correspondre avec les fourmis, ça semble difficile. Pourquoi pas? Avec la fourmilière, en tout cas, c'est peut-être possible. En tout cas, on le sait, les fourmis vivent étroitement en groupe dans leur fourmilière et sont donc fortement exposées à la propagation des infections. Et oui, les animaux aussi sont malades et peuvent tomber malades. Ouais. Et pour se protéger contre de tels risques, elles possèdent leur propre système de défense. D'une part, elles sont très hygiéniques et d'autre part, elles peuvent se soigner les unes les autres avec des antibiotiques produits par leurs soins. Ah, c'est intéressant, très hygiénique, parce qu'on a souvent la sensation que c'est un peu des trucs un peu sales, etc. Les fourmis, ça va partout. Ils sont très organisés quand même. Ah bah. D'ailleurs, dans le livre Les fourmis de Werber, ils disent que si les extraterrestres viennent, il faudrait mieux qu'ils parlent avec les fourmis en premier qu'avec les humains. C'est mieux organisé. Je crois que il y a 3 civilisations sur la Terre. Donc, elles font partie de ces civilisations, enfin, civilisations organisées. Alors, par le biais des glandes corporelles, les fourmis sécrètent donc des antibiotiques, sans compter que les colonies bactériennes qu'elles cultivent, alors donc elles bossent quand même, les fourmis, avec leurs pattes et corps, peuvent elles aussi sécréter des antibiotiques. Des recherches avaient démontré que les fourmis des bois déplacées dans une plantation de pommiers réduisaient l'apparition de 2 maladies distinctes du pommier, les tavelures, je découvre, les tavelures. Maladie. Voilà, et le pourridier. C'est très joli comme nom. C'est une autre maladie dans la plantation. Ça a incité les scientifiques à chercher des preuves et le résultat, ils se sont rendus compte donc que les fourmis pouvaient soigner 14 maladies différentes chez les plantes. Mais on sait par exemple que les chiens, quand tu as un problème, tu te fais lécher la plaie par un chien. Antiseptique. C'est antiseptique. Les chats, je ne savais pas. La langue d'un chat est râpeuse quand même. C'est pas très très agréable par rapport à la langue du chien. C'est antiseptique. Mais c'est antiseptique aussi. Bon, en même temps, ça peut se comprendre parce qu'ils n'ont rien pour se soigner. Ouais, c'est ça. Mais pour les chiens, il paraît que pour nous aussi. C'est-à-dire que ça a plein d'anticorps. Je suis pas sur le coup d'essayer. Ouais. Bon, ça, si vous avez la jambe coupée, allez à l'hôpital. Donc, elle ne repoussera pas si vous faites lécher par un chien. Les fourmis, tu arrives à communiquer? C'est-à-dire que quand on parle de communication animale, moi, ça m'épate toujours. C'est vrai qu'on pense au chien, au chat, au cheval, à la limite à la vache, voilà, parce que... Mais quand il y a les insectes, il y a les cafards, tu parles avec tout le monde? On peut parler avec tout le monde. Maintenant, c'est pas ma passion de communiquer avec les cafards ou les insectes. Moi, ma passion, c'est... aussi. Oui, mais tout le monde on peut échanger avec tout le monde. Moi, ma passion, c'est plutôt, évidemment, les animaux domestiques. J'ai le cœur qui va vers les chevaux parce que c'est fabuleux. Mais aussi vers des animaux sauvages. Et ça fait plusieurs fois, je vais dans différents endroits du monde pour communiquer avec les baleines et les dauphins. Donc là, on a c'est pareil sur ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de vidéos et de communication animale qu'on a faites avec tous les comptes rendus. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point ils nous connaissent. L'être humain, ils vont pas se plaindre. Ils vont par contre nous suggérer des choses à mettre en place. Mais quand tu dis que tu communiques avec des baleines et des dauphins, t'es sous l'eau? Pas forcément. Oui ou non, les deux sont possibles. Tu peux être sur le bateau et... On a fait les deux, oui. Et un des messages qui m'a le plus marqué, c'est quand on était à Biarritz
Et il y a une baleine qui nous avait dit, en fait, les Elle êtres était sur la humains... plage, elle s'appelait Michel. Même pas. Elle est... Mais Bob, tu vas venir le faire. Comme ça, après, tu pourras en parler encore mieux que moi. Alors, Tu dis-moi, vas venir te excuse-moi. reconnecter à la télépathie. Excuse-moi, je suis Et, d'humeur joyeuse ce Bah, soir. tant mieux, moi aussi. Alors. Bah, toujours d'ailleurs. Ouais, Toi aussi, d'ailleurs, toujours. Oui, toujours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette communication? Alors, ce qui m'avait marqué, c'est que la baleine disait qu'il y avait plein d'êtres humains aujourd'hui qui voulaient faire plein de choses par rapport à la Terre, par rapport à eux, par rapport à plein de sujets, et qu'ils ne savaient pas par quel bout commencer. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais aujourd'hui, l'idée, c'est comme de passer à l'action. On ne va pas passer encore 107 ans à réfléchir à ce qu'on va faire par rapport aux animaux, au climat, à toutes nos préoccupations d'aujourd'hui qui sont essentielles. Et notre association s'appelle dans ce sens, enfin, oh là, j'ai du mal à... la goutte d'eau du colibri. La goutte, ouais, d'accord. Et oui, et l'histoire du colibri, j'ai Ouais. le temps de la raconter rapidement, vas-y. ça prend 2 secondes. Vas-y. C'est l'histoire d'un petit colibri dans la forêt et il y a un incendie. Et le petit colibri, pour éteindre l'incendie, il va au lac d'à côté, il prend des gouttes, il fait plein d'allers-retours comme ça très très vite. Et puis à un moment donné, il y a un tatou qui est hyper agacé qui se présente à lui et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas pouvoir éteindre l'incendie comme ça à toi tout seul ?» Et il répond « Oui, mais je fais ma part. Ouais. » Et si tous les êtres humains ont fait notre part, quel que soit le sujet, Bien sûr. pour moi c'est les animaux, et qu'on fasse notre part, mais pas qu'on en fasse trop non plus. Parce que si on va trop loin, on y laisse notre énergie et on fait plus notre part. Et là, on s'épuise au niveau énergétique. L'histoire du colibri, je fais ma part, moi, avec les femmes. Je fais toujours ma part, je fais ma petite part. T'arrives à communiquer avec J'arrive. Par la télépathie, par la télépathie. Bon, le sondage que nous avons lancé, croyez-vous à l'intelligence des animaux? On va y revenir, hein, parce qu'on aura dans un instant un autre animal. Enfin, c'est pas un animal, c'est un être assez particulier, c'est le blob. On va l'évoquer dans un instant et on vous donnera la fin du sondage, en tout cas les résultats après ce sujet. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que le mercredi, c'est l'occasion pour nous de mettre à la une pépite BTLV. Et la pépite aujourd'hui, c'est une émission que j'ai eu la chance d'animer avec Patrice Marty, que tu connais bien, et qui travaillait sur les crop circles. C'est une émission qui a cartonné. Elle est sur BTLV. Message, E.T. ou grosse farce, regardez. On nous parle que ça peut être l'armée qui fait ça. Alors l'armée, je veux bien, mais ça n'explique pas les crop circles dont on parle de 1678. On nous dit que c'est certains pensent que c'est des messages qui nous sont donnés par la terre-mère, par la Gaïa, notre terre-mère. Il y en a qui pensent que ce sont les êtres de la nature qui font ça, les élémentaux, les fées, les elfes, les gnomes. Je vois pas ces élémentaux s'amuser à faire ce type de dessin, mais parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vient du haut, comme ça, et qui couche les blés, comme un tampon en fait, qui vient taper le sol. Donc si ça vient du haut, qu'est-ce que ça peut être? Alors, est-ce que c'est des mondes parallèles? Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est des gens du futur, du passé? J'en sais rien. La seule certitude que j'ai, moi ça fait plus de 15 ans que j'y vais tous les étés, la seule certitude que j'ai, c'est que c'est pas fait par des hommes avec des planches et des ficelles comme ils veulent nous faire croire, parce que ça a été une des informations les mieux orchestrées du monde entier. Il faut se rendre compte que 2 papys qui font des cercles de blé dans des champs en Angleterre, c'est une info qui a été relayée par les médias du monde entier. Autant que la mort de Kennedy, que l'homme sur la Lune ou le pape, ou la mort du pape. Tu vois, tous les journaux ont repris l'info. Tu vois, donc c'est pour moi une belle désinformation. Mais donc je suis persuadé que c'est pas fait par des hommes avec des planches et des ficelles, mais je reste persuadé qu'il y a une intelligence derrière. D'où est cette intelligence, je ne sais pas. Sur ce sujet, c'est vrai que c'est intéressant. Je le dis souvent, ça a été démontré, on est capable de faire des crop circles avec des planches et des ficelles, mais comme je le dis aussi, si on arrive à reproduire un Picasso, cela ne veut pas dire que Picasso n'a pas existé. Ça, c'est très intéressant et c'est la philosophie de BTLV. Effectivement, on ne s'arrête pas à une information, on essaie de chercher un peu plus loin et depuis toujours, ces crop circles sont arrivés et fascinent la planète entière. Et d'ailleurs, j'ai noté qu'en France, cette année, il y en avait eu un peu plus que d'habitude. Donc, affaire à suivre et c'est un sujet bien sûr, sur lequel on reviendra sur BTLV assez souvent. On va évoquer cette fois-ci, puisqu'on est dans les animaux, avec Shaina Lebeau, notre grand témoin et qui fait de la communication animale. On va évoquer, je ne suis pas sûr que tu puisses communiquer avec le blob, mais le blob est assez particulier. C'est le truc le plus extraterrestre du monde. Hein. Ah ouais, c'est le truc le plus mystérieux. J'avais prévu de te poser la question, est-ce que tu sais ce que c'est que le blob Bob? Le blob Bob
organisme cellulaire? Alors, ouais, c'est ni un animal, ni un végétal, en fait. Ni un champignon. Et c'est un organisme effectivement unicellulaire, dont on ne sait pas, les biologistes ne savent pas où le situer, c'est ça. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une actu chaude, c'est qu'en fait le blob va faire son entrée, enfin a fait son entrée plutôt, au parc zoologique le 19 octobre. Et il devient en quelque sorte la curiosité biologique du moment au zoo. Le parc zoologique de Paris, c'est le zoo de Vincennes. Le vrai nom du blob, c'est le Physarum polycephalum. Et effectivement, c'est un espèce de mystère parce qu'on ne sait pas où le placer dans l'arbre des vivants. Donc, c'est pas un animal, c'est pas un champignon, c'est pas une plante. Bruno David, qui est le président du Muséum national de l'histoire naturelle, donc qui est pas un rigolo, hein, il dit on ne sait pas trop où placer ces traits unicellulaires dans l'arbre du vivant. Et on ne sait pas quels sont ses liens de parenté. On ne sait pas d'où il vient. Donc voilà, là on a une image. Alors on sait néanmoins qu'il est formé d'une dizaine de milliers d'individus unicellulaires qui forment un espèce de corps commun qu'on appelle le plasmodium et qui n'a pas de limite de taille. Donc le plasmodium peut s'étendre... Ça peut faire 3 km d'étendue si jamais ça se... Il est dépourvu de cerveau et pourtant il a une intelligence. J'en connais. C'est l'inverse. Il y en a qui ont des cerveaux mais qui sont dépourvus d'intelligence. Lui, il n'a pas de cerveau, mais il est pourvu d'intelligence. Il est capable même de résoudre des problèmes assez complexes. Ouais. Je vais en parler dans un instant. Il est capable d'apprentissage. On peut lui apprendre des choses et même d'avoir un peu de mémoire, parce qu'on a fait pas mal d'expériences, puisqu'il est capable de sortir d'un labyrinthe dans lequel on l'a placé. Ça bouge, il bouge. Ah ouais, mais il bouge. C'est un peu comme une pieuvre. Bonne question. Il bouge, il s'étend. Et en fait, il s'étend par des excroissances fractales. C'est-à-dire qu'il va se multiplier assez rapidement. Et principalement pour trouver de la nourriture. C'est un peu comme le corail, quoi. C'est-à-dire que le corail, c'est un peu comme ça aussi. Ça se multiplie, ça bouge, etc. Ouais, mais là, c'est beaucoup plus rapide. On est sur une forme de moisissure, en fait. Ouais, si on doit c'est vivant, ouais, c'est vivant. Ouais. On ne le voit pas se déplacer à l'œil nu, quand même. Si, quand même. Quasiment. J'en ai vu jouer au foot et tout. Ils arrivent, ils jouent. Si tu l'étudies, il peut doubler en 1 heure, quoi. Donc, quand même. Donc ça va vite, ouais. Le quoi? Le kombucha, c'est une moisissure qu'on met dans des bouteilles et on boit, ça devient... Enfin, je connais pas la recette. Toi, tu bois des moisissures. Non, j'en bois pas. Donc, il double pour manger. Alors, il est particulièrement friand de champignons, de bactéries quand il est dans la nature. Et quand il est en labo, parce que les scientifiques travaillent dessus, hein, c'est un truc vraiment incroyable, quoi. Il est particulièrement réactif aux flocons d'avoine. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences dingues, notamment... Il aime bien, quoi. Ouais, le flocon d'avoine, ça le rend dingo, un peu comme les crêpes au Nutella pour François. Ou le Bordeaux, ça dépend de quelle heure il est. Donc. Et alors, les scientifiques et notamment les scientifiques japonais ont fait des études parce que on s'aperçoit que quand il cherche à manger, il va toujours par le plus court chemin. Alors, il y a une expérience. Pas con. Ouais, pas con. Non, mais il y a vraiment une intelligence. Hein. Ils se sont aperçus qu'au Japon, ils ont fait une expérience. Ils ont, sur une plaque qui était recouverte d'un gel, le gel d'agar, qui est le E406, en fait, des gélifiants dans les aliments qu'on mange. Ils ont recouvert une plaque de ce gel et ils ont reconstitué, en fait, la carte de Tokyo, les grandes villes de Tokyo. Ah ouais. D'accord ? Donc ils ont mis le blob au milieu. Et ils se sont aperçus que le blob avait refait des connexions. Il avait connecté avec les 36 localités principales et que cette carte représentait quasiment la carte des transports japonais, quoi. Non. Ah, mais incroyable. Tu peux vérifier, c'est un délire total, quoi. Vraiment, voilà. Donc il connecte au mieux, en fait, les points connexions, les points stratégiques pour aller trouver. Je ne sais pas si on a vu toutes les images. Mais c'est quand même flippant. Ça veut dire qu'en fait, il serait plus qu'intelligent. C'est-à-dire que là, il y a une réflexion. Il y a une intelligence, il y a une mémoire, et on ne sait pas ce que c'est. Et ça sert à quoi?
Ah bah. Oh, François, Si t'es planté dans François. le métro, t'as ton petit À bloc, quoi on là. sert, nous, tu vois, sur la Terre? Donc, à part nous battre. Ça sert, ça, tu peux le poser de plein de choses. pour n'importe quoi. Nous, à Tu quoi vois un on sert, cafard, tu te demandes à quoi ça sert. pour l'instant, Ah, comment? Une utilité pour les cafards. Il y a quoi? Une utilité. Mais C'est là aussi, Spinoza, peut-être, on l'a pas c'est trouvé. Spinoza qui disait que tout être servait Ouais. à persister dans son être. Bon, bah lui, il sert à se multiplier et à vivre. Il doit y avoir de toute façon une raison de sa présence sur Terre. Il y a tous les animaux, tous les êtres vivants ont une fonction. Donc, On sait on quand sait ça a pas ce que été c'est, mais quoi. découvert ou c'est récent? C'est assez récent. C'est assez récent enfin, en tout cas qu'on fasse des études dessus. Et alors, autre truc, il semblerait qu'il ait conscience, donc il a conscience de l'espace. Les Japonais ont fait cette comment dire, cette expérience de le mettre dans un labyrinthe et de lui Mettre de l'avoine de l'autre côté. ouais, c'est ça. Il sort. C'est-à-dire qu'il trouve le chemin dans le labyrinthe pour aller. C'est un peu flippant, ouais, ça fait extraterrestre. c'est hallucinant. Il faut vraiment. J'invite les auditeurs à aller voir sur. Il y a des vidéos sur Internet. C'est étonnant. incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Et il semblerait qu'en plus, il ait conscience du temps. Donc voilà. Et alors dernière. Cerise sur le gâteau, là. Ouais. Et dernier. Alors. Ça paraît être la boîte à fantasmes, en fait, mais dernier truc incroyable, il semblerait qu'il soit plus ou moins immortel. C'est Highlander, quoi. Immortel ou en tout cas réputé comme tel, tout simplement parce que si tu laisses le blob dans des conditions extrêmement hostiles, alors par exemple, il n'aime pas la lumière, il est assez réfractaire au froid. Aussi, tu le laisses dans un lieu sec qui est baigné de lumière et sans nourriture, et ben là, il va se scléroser. Il devient. Donc, il a besoin de lumière. Non, il n'aime pas la lumière. Ah, il n'aime pas la lumière. Il n'aime Il a pas la besoin lumière. de- Il n'aime pas la lumière, il n'aime pas le froid. Et s'il n'a pas de nourriture, il se sclérose. D'accord. Mais tu peux le laisser scléroser pendant 10 ans. Et il revient. Tu le ressors au bout de 10 ans, tu lui mets à manger, il se redéveloppe. Comme une graine. Ouais. Donc, c'est lui qui nous survivra, quoi, en clair. Hein. Donc, Bah, si jamais il y a en quelque tout cas, chose. et c'est un organisme qui. C'est un organisme. Alors, donc, il y a Rara Vigneault qui dit: je vais peut-être me faire greffer un blob à la place du cerveau. ça peut être utile, effectivement. C'est un truc de Mais, ouf, dit Marco. C'est vrai que c'est un truc de ouf. Hein, Ah mais quand même. les scientifiques sont comme des fous parce que ça pose vraiment la question de notre rapport à l'intelligence, la question de notre rapport à la vie. Ouais. Donc, affaire à suivre hein, sur le blog, bien évidemment, si on a des informations. On y reviendra sur ce sujet. Dans tous les cas, résultat du sondage, croyez-vous à l'intelligence des animaux? Vous êtes 95% à avoir répondu oui. Ah. C'était pas étonnant, on le savait un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui se demandent les conversations que tu peux avoir avec une fourmi. Ouais. Est-ce qu'une fourmi peut avoir une conversation intelligible? Et parce que, on se souvient, je reviens encore sur Werber, c'est-à-dire que c'est tellement organisé que tu dis, mais cette civilisation, est-ce que finalement, elle n'a pas si elle avait le moyen de communiquer? D'ailleurs, ils font une expérience dans le bouquin, d'ailleurs. Ils prennent les phéromones, ils les traduisent en langage informatique et ils arrivent à communiquer. Mathias, Je vais dire un truc, et là c'est le philosophe qui parle, parce que c'est très intéressant. On sait qu'il y a des communications interespèces entre les animaux, et on oublie une chose, parce que ça a l'air de t'étonner, nous sommes des animaux. Mais bien sûr, ouais. Merci de le rappeler. Non mais c'est fait. extrêmement... moi d'ailleurs je parle souvent d'animal humain et pas d'être humain. Être humain ça veut pas dire grand chose. Et nous sommes des mammifères et nous sommes des animaux. Moi je sais, écoute, j'ai quelques copines m'ont dit que j'étais un côté animal. Non mais tu vois, faut pas l'oublier, c'est-à-dire que nous sommes des animaux, quoi. La fourmi. Oui, je vais en parler. Par contre, je trouve ça intéressant ce qu'on vient de dire. Oh, pas trop quand même, ne les enflamme pas. Alors, parce la qu'après, différence, c'est quoi entre l'animal considéré comme animal et l'animal humain? C'est le mental. c'est la conscience. On dit souvent que Ouais. ce qui nous différencie, si tu veux, de C'est- l'animal, ouais. c'est la conscience. Bien qu'on s'aperçoive de plus en plus que les animaux ont des consciences. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on appelle conscience? Ouais, c'est On ne ça. va pas débattre. Par contre, le mental, c'est le fait... Alors, voilà ma définition, comme ça c'est plus simple. C'est le fait de pouvoir se poser 1 million de questions en une demi-seconde. C'est ça le mental, pour moi. Hein. Après, Ce qui nous l'animal, pollue, hein, c'est souvent. ce qui nous pollue. Ouais. C'est pour ça que quand on communique avec eux, notre mental, on le met à part et on communique avec eux sans se poser de questions, en étant sans émotion, tranquille, en étant aligné. Donc il faut être. Alors, les aligné. fourmis, Mais les fourmis. il faut être aligné, Ouais, c'est absolument. ça. Les fourmis, elles te disent quoi? Alors, les fourmis, elles parlent de leur organisation, mais jamais dans le détail. Par contre, quand on s'adresse à la reine, puisque dans les fourmilières, il y a toujours une reine, c'est pareil dans d'autres, chez les abeilles ou autres, on s'adresse à la reine et on lui explique que si elle reste dans la maison qui n'est pas son lieu,
c'est des gens qui nous demandent ça, il vaut mieux qu'elles s'en aillent pour qu'elles aillent ailleurs, où là, elles vont trouver leur espace de vie. Parce que c'est vrai que si on laisse nos maisons s'envahir de fourmis, on va pas s'en sortir. Ouais, c'est ça. Après, au niveau de leur... Ça sert à rien de mettre de la bombe, en fait. C'est ça. Il vaut mieux leur parler, quoi, c'est ça. Il vaut mieux leur expliquer, ouais. Elles s'en vont. Oui, elles s'en vont. Oui. Elles s'en vont parce qu'elles comprennent, elles ont une intelligence réelle. Après, mon quotidien, c'est pas de discuter avec les fourmis. Je voudrais pas avoir 50 appels pour discuter avec des fourmis. Et surtout qu'il y a une étude à faire sur le blob, là. C'est ça, oui, en plus. Ouais. Bon, il s'en passe des choses autour de la communication animale. On va y revenir, bien sûr. Merci. On va, dans un instant, lancer un sondage. Vos rêves vous délivrent-ils des messages? À vous, c'est la question que je vous pose, parce qu'on va parler du mental, justement, du cerveau. On va penser également de l'espérance de vie qui peut-être baisse si on pense trop. Donc, qu'en pensez-vous? Vos rêves vous délivrent-ils des messages? C'est le prochain sondage. Avant cela, j'aimerais revenir sur ce qui vous attend le 5 et 6 juin prochain. Ça y est, on est en droit de vous annoncer que les prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué auront lieu à Lyon. BTLV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7. Les 5 et 6 juin 2020 à Lyon, retrouvez 12 conférenciers exceptionnels. OVNI, paranormal, voyage astral, archéologie, miracle, Dame Blanche, Opus Dei, dossiers inexpliqués. 2 jours pour passer de l'autre côté du miroir, sans oublier l'atelier d'expérience de mort imminente en réalité virtuelle. Les 5 et 6 juin 2020, le mystère et l'inexpliqué vous donnent rendez-vous à Lyon pour sa 7e édition. Offrez-vous un événement qui vous ressemble. Détails et réservations sur btlv.fr. Voilà, 5 et 6 juin, c'est le rendez-vous que nous vous fixons. 7e édition déjà. On vieillit, François, quand même, parce que tu as participé à toutes les rencontres du mystère et expliqué. Voilà, belle affiche, regardez. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7. Il y a un côté un peu gravity, voyage astral, spiritualité, paranormal, dossier inexpliqué. Tous les sujets, bien sûr, qui font BTLV. Je vous donne rendez-vous. Infos et réservations sur btlv.fr. Et il y a cet atelier, bien sûr, d'expérience de mort imminente que vous pouvez réserver, qui sera une nouvelle fois présenté aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Tu voulais me dire quelque chose par rapport à ça, Mathias? Tu voulais réagir pendant le sujet? Si tu faisais des émissions en direct Non, parce qu'en fait, on fait des conférences. C'est vrai qu'il y a 12 conférences qui sont données pendant ces 1 jour et demi. Et chaque conférence est ponctuée par une entracte d'une demi-heure. Il y a quelques stands, les gens peuvent discuter, il y a des food trucks. Enfin, c'est une ambiance assez sympa. Et effectivement, en plus, il y a cet atelier d'expérience de mort imminente, donc on n'a pas le temps. Par contre, on filme tout. Et toutes les vidéos sont à disposition de ceux qui ont pris leur place. Alors, on va continuer dans les affranchis de l'info. Si vous arrivez sur les bienvenus, on va faire peut-être un tour sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde. Oui, énormément de monde. Il y a Robert Bonjour du Québec, pluvieux, et encore Pognier. Alors, je ne connais pas ce terme québécois. Pognier avec Trudeau au pouvoir. Voilà. Pognier, c'est un nom? Ou non, c'est Pognier ou alors se serrer la main, ou je sais pas. Enfin, Pognier avec Trudeau, Justin Trudeau. Voilà. Qui revient. Voilà. C'est le blob québécois. Voilà, qui est le seul à avoir quand même un aéroport qui porte son nom. Oui. Voilà, mais c'est celui de son père. Ouais. voilà. Mais alors, il y a aussi La Réunion aussi. Ah, La Réunion aussi? Oui, bonjour, c'est Tchoumi, 997 490. Il me dit bonjour. C'est un numéro de téléphone, le truc. Donc, quel que soit l'endroit où vous nous regardez, merci en tout cas de le faire et d'être de plus en plus nombreux. Or, je le dis souvent, un BTLV, c'est un lieu d'échange. On n'est pas là pour imposer nos convictions. On est juste là pour vous permettre d'avoir une autre information. C'est pas une chapelle où on vient prier. C'est un lieu de questionnement, de réflexion. Et vous pouvez vous abonner à BTLV. Je le dis parce que là, c'est le clair. Mais le clair ne peut exister que parce qu'il y a des abonnés qui permettent de financer cette chaîne sans publicité aucune. Et d'ailleurs, on a lancé un abo solidaire la semaine dernière qui marche plutôt pas mal. Effectivement, vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire que peut-être que 10,90 € c'était cher parce que vous aviez des petits moyens. Si vous rentrez dans l'une de ces catégories, eh bien vous pouvez vous abonner et avoir accès en illimité à BTLV pour 4,90 € seulement. C'est le geste que nous pouvons vous faire. Alors, on va continuer. J'ai lancé le sondage. Vos rêves vous délivrent-ils des messages? N'hésitez pas parce que, François, le cerveau serait aussi actif la nuit que le jour. Ouais, on m'a toujours appris que lorsqu'on dormait, le cerveau se reposait, parce que si tu dors pas, normalement, on nous dit que au bout de quelques jours, on décède. Parfois, dans ta journée, je vois que ton cerveau se repose aussi. Non, il est toujours en ébullition. Ça fourmille. Ça fourmille. Il y a des fourmis. Ça fourmille. Alors donc, on croyait donc que ce sommeil... Le cerveau donc dormait pendant le sommeil et on s'est rendu compte. Ça y est, là, il s'endort. Ton cerveau, là, on sent que ton cerveau s'endort un peu. Mais non, une étude toute récente. Une étude quand même. Parce qu'on étudie beaucoup de choses quand même.
du 18 octobre, donc c'est tout à fait récent, qui nous indique que on s'est rendu compte que pendant le sommeil, eh bien, il y avait de nouvelles ondes, c'est des ondes delta qui se mettaient en ébullition, ébullition et qui donnaient un nouveau réveil au cerveau. Alors c'est quelque chose qui va te plaire. Donc ces ondes delta s'appellent REM, un célèbre groupe de musique qui vient de là, qui veut dire Rapid Eye Movement. Et donc le sommeil est composé de 3 stades. C'est un peu comme dans l'hypnose, ce Rapid Eye Movement. C'est ce qu'on voit, vous savez, quand derrière les paupières, vous voyez que l'œil bouge un peu. Donc il y a l'endormissement durant lequel la respiration ralentit, c'est un peu comme une méditation, les muscles se relâchent et la conscience s'atténue, le sommeil lent léger qui constitue 50% du temps du sommeil total, et le sommeil lent profond durant lequel l'organisme récupère de la journée écoulée et durant lequel l'activité cérébrale est la plus réduite. D'accord. Et c'est pendant donc cette phase de sommeil paradoxal, REM ou REM, qui suit, notre cerveau reprend une activité proche de celle de l'éveil, ce qui nous permet de rêver. D'accord. C'est grâce à cette suractivité que l'on se met à rêver. Et après la clôture de ce cycle, de 3 à 5 autres suivront pour une durée de 90 minutes environ. D'accord. Donc c'est assez long. Moi, je pensais que les rêves, c'était assez court. Ça a duré quelques... Oui, parce que moi, on m'a toujours dit que ça durait 15 secondes, 20 secondes, qu'on avait la sensation qu'on avait vécu des histoires incroyables, mais c'était très très court. Donc 90 minutes, ça fait quand même beaucoup. 90 minutes de rêve? Oui. C'est un film, quoi. Avec 3 à 5, voilà. Donc, mais je sais plus, je crois que c'est Google qui veut, ou Jeff Bezos, je sais pas quoi, ils ont une, non, Elon Musk qui veut connecter en fait nos rêves à un ordinateur pour en recréer les images. Pour imaginer, en fait, on vit des films absolument incroyables. Hein. On va supprimer les scénaristes après bientôt. C'est ça. Moi, tout de suite avec du porn, je vous le dis. Donc voilà, dans mes rêves, souvent quand je m'en souviens, c'est qu'il se passe des trucs assez sympas, sinon je m'en souviens pas. Mais dans tous les cas, t'imagines si on arrivait à mettre en image nos rêves, parce qu'on vit des trucs de dingue. C'est affreux aussi quand même. Pourquoi? Parce que tu t'imagines si tes rêves sont visualisables. Ouais, mais puis c'est quand même le dernier recours de ton intimité, ta boîte crânienne, d'une certaine façon, quoi. Donc si tu arrives à visualiser et à projeter tes rêves, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, mais... Il y a un réalisateur qui fait ça, c'est Michel Gondry qui fait de très beaux films autour des rêves, quoi. Oui, autour des rêves, mais enfin c'est pas les vrais rêves que l'on a, parce que... Mais on y arrivera un jour, hein, parce que comme on veut connecter de plus en plus nos cerveaux à l'ordinateur, donc... Ouais, sauf que le cerveau, ça reste quand même encore une boîte noire, hein, globalement. On sait pas vraiment bien comment ça fonctionne. Hein. On sait rien du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Pour certains physiciens, certains toubibs, enfin pas physiciens, des neurochirurgiens et des neuro je sais pas quoi, souvent les spécialistes du cerveau, ils sont de plus en plus en train de dire que ce serait peut-être juste l'écran de la conscience, quoi, de cette conscience qu'on connaît pas vraiment beaucoup et qui serait peut-être extra-neuronale. Donc ce serait que juste la partie finalement qui récupérerait des informations. Et quand on voit, on en parlait la semaine dernière, que tout est bien comme des touches en fait, d'un clavier d'ordinateur. J'avais fait une chronique ici où on expliquait que le cerveau se nettoyait durant la nuit. Il y avait un espèce de nettoyage des informations. C'est comme un ordinateur. Hein. Ouais. Mais bon, ça, on a des informations parcellaires et le fonctionnement global du cerveau, on connaît les zones qui s'allument pour telle ou telle activité, mais le fonctionnement global, ça reste quand même encore assez mystérieux. Tu rêves beaucoup? Les animaux rêvent? Moi, je le vois, hein, ma chatte, elle rêve des fois. Tu la vois, elle est en pleine... C'est vrai. Oui, il rêve, mais c'est surtout que le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que pendant la nuit, le cerveau humain ou le cerveau des animaux c'est pas le cerveau, on fait des mouvements oculaires la nuit en dormant. Et c'est en faisant ces mouvements oculaires qu'on classe les informations dans notre cortex entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et le jour où il y a un traumatisme, chez l'humain et chez l'animal, ça reste coincé dans une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. Et c'est là où chez les êtres humains, on a des techniques thérapeutiques, et chez les animaux, on a la communication animale. D'accord. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas le mental, ils ne vont pas se poser de questions, et on peut aller piocher le traumatisme pour qu'il soit classé la nuit suivante dans le cortex. Alors je le fais très simple, hein, là, mais c'est exactement ça. Et au niveau des ondes dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, nos cerveaux émettent des ondes. Quand on est comme ça en mode bêta, on émet des ondes... quand on est en mode éveil, on émet des ondes bêta. Quand on est en relaxation légère, on va être dans des ondes alpha. Et ensuite, on va être dans du θ. Et quand on est dans un sommeil profond sans rêve, ça va être du delta. Et les animaux, eux, émettent toujours des ondes alpha. Qu'ils soient en train de jouer, en train de manger ou de dormir, le nombre de hertz est calculé en ondes alpha. Donc nous, la première chose qu'on fait en communication animale, c'est qu'on va se mettre en onde alpha, donc en relaxation légère.
D'accord. Donc dès qu'on dort, c'est fini, on communique plus. Ouais, c'est ça. On est en mode alpha et eux sont en mode alpha et on échange les informations comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent les animaux quand ils nous regardent, qu'est-ce quel regard ils ont sur la société? Parce qu'ils nous prennent pour des fous, ils sont... Du tout, ils vont jamais juger qui que ce soit déjà. Il y a zéro jugement. Uniquement, ils suggèrent des choses à mettre en place, ils s'interrogent, ils peuvent nous dire des petites choses de leur vie quotidienne, et puis les animaux domestiques vont nous parler de leur sujet préféré, comme je disais tout à l'heure, l'être humain ou les êtres humains avec lesquels ils vivent. Voilà. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Magnifique. Moi, je trouve ça fascinant, cette communication animale. J'adorerais avoir... Bon, je serais un peu effrayé si j'entendais peut-être mon chat me parler. Au début, je serais un peu surpris. Mais sait-on jamais, ça viendra La première peut-être. fois, ça fait ça, mais après, Ouais. Alors, on verra que... on parlera d'une télépathie que tu as eue avec ton papa. Alors là, qui a dépassé l'entendement. Quand je me suis renseigné, que j'ai regardé ça, je me dis, je voudrais que tu m'en parles tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec les animaux, mais là, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec la télépathie. On y reviendra. Je rappelle que le sondage que nous avons lancé, vos rêves vous délivrent-ils des messages? On attend vos réponses sur Facebook. Sur YouTube, déjà beaucoup de monde. Et il y a d'ailleurs une compatriote, il y a Isabelle qui nous regarde des États-Unis. Voilà, ça c'est mon côté américain, je les attire. Hein, donc voilà. Mathias. Alors, il paraît que trop penser fait baisser l'espérance de vie. Eh oui, je ne sais pas si tu penses trop, mais regarde François. Moi je pense que je vais mourir la semaine prochaine. Voilà, parce que je suis jamais, si tu veux, en détente. Ça n'inquiète pas que toi, parce que c'est une information qui est assez récente, qui a été publiée, qui émane d'une équipe de chercheurs du Harvard Medical School, qui a été publiée le 16 octobre, donc il y a quelques jours dans Nature, la revue scientifique Nature, et dont la conclusion vise à démontrer qu'une activité intense du cerveau peut entraîner une baisse de l'espérance de vie. Et figure-toi que, en fait, cette information est tellement troublante, même pour les scientifiques, que Nature a attendu 2 ans avant de diffuser cette information pour être certain de sa véracité et vérifier les infos. Alors effectivement, l'activité cérébrale dont on parle à l'instant, là, ça nous permet d'intégrer énormément d'informations sensorielles, intellectuelles, et on y est exposé en permanence, et on a du mal à imaginer que le cerveau puisse impliquer des processus négatifs pour notre propre existence. Alors comment les chercheurs sont arrivés à ce résultat qui était plutôt inattendu et qui les bouleverse quand même pas mal dans leur certitude? En fait, c'est l'équipe de chercheurs dont je parlais, du Harvard Medical School, s'est procuré des centaines de tissus cérébraux qui ont été prélevés sur des cadavres de personnes décédées d'un âge de 60 à 100 ans, donc des personnes, des seniors, on va dire. Ils ont prélevé ces tissus cérébraux et c'est des personnes qui avaient toutes conservé leur capacité intellectuelle et cognitive. C'était pas des gens qui étaient malades ou atteints d'Alzheimer, des gens normaux. Et ils ont fait des études comparatives entre les corps et justement les cerveaux et les tissus récoltés. Et les résultats donc ont montré que plus l'activité des neurones de ces gens avait été importante, plus le corps vieillissait vite et plus l'espérance donc de vie se réduisait. Donc c'est la charge mentale qui nous fait mourir plus tôt, en fait, c'est ça. Là, pour l'instant, ils ont trouvé ce résultat-là. Et alors après, reste à savoir pourquoi et quels sont les processus. Ça interroge notamment ce qu'on appelle le processus de sénescence, qui n'est pas exactement le même que celui de vieillissement. La notion de vieillissement, en fait, elle est indissociable avec la notion de temps et la notion de vie. On vieillit tous. Sauf que la sénescence se réfère, en fait, à l'affaiblissement du corps et au mécanisme métabolique de perte et de vitalité des individus. Sénescence, sénilité. C'est sénile, voilà, c'est ça. Ça a un rapport avec la sénilité. Donc, à la fois, on vieillit tous, mais la sénescence est plus ou moins forte chez certains individus. Et on n'est pas tous affectés de la même façon donc, par la sénescence. Et là, ils se sont aperçus que cette sénescence serait liée à la transmission excessive de potentiel d'action qui exciterait les neurones. C'est-à-dire que plus tes neurones vont être excités, plus tu vas avoir un potentiel d'action, et ce potentiel d'action fatigue déjà le corps. Ah d'accord. Voilà.
Avant même d'avoir agi, avant même la c'est ça, potentialité avant même d'avoir agi. D'accord. Une incidence sur la Donc, fatigue. voilà. Alors après, reste à savoir les mécanismes. Mais en même temps, regarde, je te coupe, mais quand on voit les grands méditants, les grands sages, ceux qui sont calmes et tout machin, on voit bien qu'ils durent plus longtemps, qu'ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu penses tout le temps, tu te stresses quand même. Tu es sans cesse. Le stress, c'est un facteur de fatigue, hein, ça c'est sûr. C'est Bruce Yankner qui a dirigé l'étude et qui dit un aspect intrigant de nos résultats est que quelque chose d'aussi transitoire que l'état d'activité des circuits neuronaux puisse avoir de telles conséquences sur la physiologie et la durée de la vie. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu es neuronalement excité, sans même passer à l'action, ton corps va être en proie à un stress et à une fatigue justement physique. On dit que j'ai vu aussi que les animaux permettaient de déstresser. Alors ça c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'avoir un animal de compagnie te fait te détendre effectivement. Quand on a un chat, il suffit de le caresser. Enfin, le tempo du chat ou de l'animal peut aussi avoir une influence sur nous. C'est ce qu'on appelle la ronron-thérapie ou la ronron-thérapie. La ronron-thérapie pour les chats. La médiation animale, l'équithérapie, c'est pour ça qu'ils rentrent dans les maisons de retraite. Ah oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'animaux dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, etc. Ouais. Mathias. Toujours est-il que donc, cette surexcitation neuronale contribuerait à diminuer donc l'espérance de vie. Fais attention à François quand même, parce que on est un peu exposé. Et surtout, c'est... Et ça risque d'ouvrir, d'après le type qui a dirigé, donc Yankner qui a dirigé, c'est tout un nouveau de champ de recherche sur le cerveau, dont on ne sait pas encore exactement comment, et qui peut avoir des applications énormes, notamment dans le potentiel de guérison d'un certain nombre de maladies dégénératives, à commencer par Alzheimer. Quoi. Bon, donc, dans tous les cas, une chose est sûre, il faut déstresser. Quoi. Il faut se calmer, il faut s'autoriser des plages à nous. Ça revient à ce que disait François, c'est qu'à un moment donné, le cerveau a vraiment besoin de se reposer, et à trop exciter les neurones, il y a quelque chose de toxique et de nocif. C'est pas très très bon. Donc il faut se calmer. Dans un instant, on vous délivrera le résultat du sondage concernant vos rêves. Eux délivrent-ils des messages? On aura le résultat du sondage dans quelques instants. Et puis avant, je voudrais juste qu'on évoque, parce qu'il y a Amilcar qui est derrière l'écran qui me faisait passer un message genre Shaina est-elle télépathe avec les hommes? Il y a eu ou avec les femmes, hein, quand je dis c'est toujours humain. Avec un grand H. Avec un grand H. Les humains. Tu as vécu quelque chose en 96 assez particulier, ton papa perd la parole. Oui. Et donc, il n'y a rien de pire que la non-communication. Et toi, tu as réussi, par la télépathie, à rentrer à nouveau en contact avec lui, à communiquer. Alors, j'ai rien réussi du tout. En fait, mon père était très cartésien et beaucoup dans le mental. Et c'est lui qui, de par la maladie, enfin, c'est l'explication que j'en donne. Hein. Après, j'ai pas d'explication rationnelle. Il a débloqué quelque chose et il s'est reconnecté, lui, à la télépathie. Et moi, j'ai reçu les informations. D'accord. Ce qui fait qu'on a pu communiquer par télépathie. Et quand on communique par télépathie, c'est un énorme avantage. C'est qu'on s'autorise à dire des choses qu'on ne pourrait pas se dire avec des mots. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'écoute. On ne peut pas se couper la parole. Et donc, c'est des échanges extrêmement profonds, extrêmement forts. Et il ne peut pas y avoir un échange, une joute verbale, quoi. C'est je parle, tu parles, je parle, donc tu es obligé d'écouter, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est ce qu'on fait avec les animaux. On écoute d'abord tout ce qu'ils ont à dire spontanément avant de leur poser des questions. On est pendant la première phase d'une communication, ça va être j'écoute pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je ne sais pas. Et peut-être 1 heure. Ce qu'on a fait tout à l'heure, en quelques minutes, parce qu'on n'avait pas ce temps, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Alors, ce qu'ils ont fait tout à l'heure, c'est qu'avec Thierry, si vous arrivez, hein, Thierry a donné une image de son chat, et Shaina s'est calée sur le chat, et elle a des informations qu'elle délivrera tout à l'heure, hein, c'est ça. Ça peut fonctionner avec des images aussi. Oui, puisqu'on se connecte à l'animal, qu'il soit présent ou pas, ça change strictement rien. La télépathie, on peut être... Et ton papa, il n'a pas été surpris quand il a vu que tu l'entendais? Il ne l'était pas puisqu'il a ouvert et puis il m'a donné son accord en fait. Alors ça c'est un point important, c'est qu'on ne fait rien sans l'accord. Quand on a un animal, par exemple tout à l'heure Thierry m'a demandé la communication, j'ai son accord, je lui ai posé des questions, est-ce que tu es prêt à entendre tout ce que ton animal va dire, même s'il est intrusif dans ta vie, parce qu'il va parler de choses très personnelles aussi, et est-ce que tu vas mettre en place ce qu'il demande? Parce que sinon ça ne sert à rien de communiquer qui que ce soit d'ailleurs. Si c'est pour ne pas passer à l'action derrière... C'est un peu comme avec les humains, quoi. Donc voilà.
Ben, c'est pareil. Ouais, c'est un peu pareil. C'est pareil. Ouais. C'est pareil. C'est pour ça que le cerveau, moi c'est un sujet qui me passionne, le cerveau. C'est pour ça que j'ai étudié ce dont je parlais tout à l'heure avec les mouvements oculaires, etc. Et ça fonctionne pareil chez les animaux. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que grâce à notre mental, on peut créer un ordinateur, on peut créer plein de choses. Par contre, on se prend la tête et c'est ça qu'on doit juste calmer. Et il y a des techniques pour ça. Il faut juste et vivre faire plus longtemps. Voilà, faire la part des choses et s'octroyer des phases de repos cérébral, donc qui vont nous permettre de mieux aller. En tout cas, c'était une belle expérience avec ton papa. Et voilà, je voulais la souligner parce que quand je l'ai lu, elle m'a touché. Dans un instant, donc les résultats concernant le sondage Vos rêves vous délivrent-ils des messages? BTLV, c'est un média unique. Une plateforme de replay podcast au contenu exceptionnel. OVNI, paranormal, spiritualité, voyage astral, expérience de mort imminente, archéologie, santé, bien-être, société. Pour avoir accès à plus de 4000 heures d'émissions en illimité et sans pub, abonnez-vous. Rendez-vous sur btlv.fr. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, bien sûr, BTLV, vous avez plusieurs formules d'abonnement à votre disposition, choisissez celle qui vous sied le mieux et vous serez avec nous et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et je ne peux que vous en remercier. Alors, le sondage, vos rêves vous délivrent-ils des messages? Oui, pour 68% d'entre vous, 32% non. Effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos rêves, Mathias, tu te souviens de tes rêves? Très rarement. Très rarement aussi, c'est pareil. Shaina? Oui. Oui, on Oui, se m'étonne souvent. pas, donc voilà. Donc, tu les notes ou pas? Ça m'arrive, Ouais, ça m'arrive. c'est vrai, Mais on peut aussi programmer le cerveau par rapport à ça et en s'endormant dire je souhaite me souvenir de mes rêves demain matin. Ouais, c'est ce que me On disait programme le cerveau. Marielle Laheurte, qui pendant longtemps ici a décrypté les rêves pour nos abonnés. Effectivement, elle nous disait prends une feuille de papier, un stylo et tu dis je veux me souvenir de mes rêves. Donc en fait, et le lendemain matin, souvent tu te souviens de ce que tu as vécu. François, tu t'en souviens? Bah souvent, malheureusement, parce que ça me réveille à la fin du rêve vers 3h du matin, donc c'est un peu ennuyeux. T'as quoi. pas un sommeil profond, toi? Non. Ah d'accord. Moi, je m'en souviens parce que j'ai appris à le faire. Et c'est un truc tout bête. Hein. On essaye quand on se réveille et qu'on a encore la mémoire du rêve, de noter le début, la fin et le milieu, comme une histoire. Et après, on va faire de la couture et on va pouvoir ramener ça. Bien sûr, c'est un entraînement. Et on peut aussi programmer ses rêves. Programmé? Ouais, ça va te plaire. C'est-à-dire que tu dis, tiens, je veux 2 gonzesses ce soir, ou partir à New York. Alors, c'est un entraînement. Et là, j'ai envie de dire, non mais, et là, c'est du fantasme. Et là, j'ai envie de dire, pourquoi 2? Pourquoi que 2? Oui, allons dans. Alors moi, j'ai réussi peut-être à le faire 1 ou 2 fois parce que je crois que c'est un entraînement aussi. Il faudrait. Tu sors la carte bancaire et aussi. Non, c'est gratos. Mais il y en a qui sont habitués à se dire, tiens, j'ai envie de rêver de ça. Et on commence à y aller et arriver au bon endroit. Après, c'est pas ce qui se passe. Mais je vous invite à regarder, si vous êtes tout nouvel abonné, à taper Marielle Laheurte ou Rêve sur btlv.fr dans la petite loupe, parce qu'il y a toutes les émissions de Marielle. Et c'était assez étonnant parce que ils veulent souvent dire le contraire de ce qu'on a vu dans nos rêves. C'est-à-dire qu'une mort n'est pas forcément la mort de quelqu'un. Ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être un contrat qui ne se fait pas. Il y a plein de, c'est une symbolique incroyable et c'était fascinant cette émission. Marielle à qui je souhaite beaucoup de succès parce qu'elle est en train d'écrire des bouquins et donc de monter une aventure incroyable. Donc les rêves pour 68% d'entre vous délivrent des messages et 32% non. On va sans transition aucune continuer à évoquer dans les affranchis de l'info l'avenir, le futur avec un plastique qui pourrait devenir, Thierry, un carburant. Absolument. À votre avis, si je vous dis 8 millions de tonnes de plastique, c'est ce qu'il y a dans la mer depuis le début qu'on en met dans la mer. Est-ce que c'est 8 millions de tonnes de plastique qu'on met par an dans les océans ou par mois? Par mois. Non, par mois, ça me paraît beaucoup. C'est beaucoup. Tous les ans? Et tous les ans, c'est quand même beaucoup. 8 millions de tonnes de Tu plastique. veux toujours en faire plus, Mathias. T'as un melon, toi, t'as fait un melon comme ça. Donc. Eh bien, un Français, Cocorico, Christopher Cross, a eu l'idée. Déjà, Christopher Cross? il y a Comme le quelques mois, chanteur. C'est fabuleux, quand même. nous a inventé la chrysalis avec cette association présidée par Samuel Le Bihan, l'association Earthwake. Il y a quelques mois, réussi à transformer 600 grammes de plastique en 500 grammes de diesel. Et là, la machine, c'est la version 2
qui arrive et qui va pouvoir aller dans les pays émergents où il y a besoin, peut-être en Afrique, en Inde, là où il y a besoin d'énergie et là où malheureusement il y a notre plastique. Parce que cette machine, aujourd'hui, pour 160 kilos de plastique, elle fabrique en quelques dizaines de minutes 120 litres de diesel. C'est énorme. Donc pour un village, c'est juste énorme. Ça paraît assez logique puisque le plastique est un dérivé du pétrole. Bien sûr, donc on revient à l'envers. Ouais. On revient à l'envers. Donc on crée. Alors voilà, évidemment, c'est du diesel, c'est quelque chose qui est encore polluant, mais voilà, on enlève quelque chose qui pollue. Pour en faire un carburant, c'est quand même pas mal, surtout pour ceux qui sont... C'est le recyclage complet. Voilà, on est dans le mode recyclage, donc moi j'aime beaucoup. C'est tout bête, mais il fallait quand même inventer la machine, hein, c'est breveté. Et c'est récent Alors, il y a quelques mois, il a présenté la version 1, mais c'était à peine un demi-kilo. Il fallait pas mal de temps pour faire des litres. Et là, ça marche vraiment. C'est pas de l'ordre de quelque chose d'industriel, mais voilà, pour une petite collectivité, un village, en quelques heures, tu as 120 litres de carbu. Ce qui est génial, c'est que tu peux passer de la conscience écologique, et on sait que la conscience est à l'intérêt écologique, c'est-à-dire que là, au lieu de jeter tes poubelles, tu transformes en diesel, tu as un intérêt financier même. Financier, oui, c'est ça. Voilà. Oui. On a de la matière première qui se transforme en matière première. Enfin, de la matière première, des déchets. Ça pourrait recycler énormément de trucs. Quoi. J'ai appris un truc de dingue. On nous demande de recycler, mais il paraît que quand ça arrive sur les chaînes de retraitement, ça arrive au même endroit. Quand on nous demande de mettre trier, dans le tri, c'est-à-dire qu'en fait on se demande de prendre le jaune, le vert, le gris, et qu'en fait quand ils arrivent, ils mettent tout au même endroit, ils retrient. Donc. Oui, c'était pour nous habituer à le faire, et c'est vrai qu'il y en a certains villages, j'avais appris, mais Thierry, ça sert à rien de trier, parce que là, en tout cas, dans notre région, on n'est pas prêt. Mais bon, ils avaient quand même lancé cette histoire de tri. Donc effectivement, parfois, notre tri sert à rien. Mais surtout que notre tri, et ça c'est terrible quoi, voilà, le plastique, en fait, il n'est pas forcément comme dans cette machine utilisé. Il n'est pas recyclé. La plupart de notre plastique que nous, on trie bien gentiment, se retrouve sur les plages. On a vu des images au bout de l'Afrique avec des marques françaises. Ouais. Qu'est-ce que ça fout là-bas ? C'est pas des gens qui ont ramené un petit souvenir de knacky ou de chips made in France. On voit énormément de plastique européen. Dans la mer, mais surtout dans des plages où ça n'a rien à faire là. Donc, parce que on envoie notre merde chez le voisin. Voilà. Ouais, toujours. Hein. Donc, toujours. Alors, le principe, tout bête, on fait fondre ce plastique à 450 degrés sans oxygène. Et ça va nous permettre, on a un petit schéma pour le montrer, voilà, avec Samuel Le Bihan et Christopher de l'association Chrysalis. C'est Christopher Coste, pas Cross. Coste, pardon. Christopher Coste, c'est un chanteur. Oui, c'est ça, oui. Chauffé à 450 degrés. On a 65% de diesel, 15% d'essence, 15% de gaz et 5% de charbon. C'est ceux qui roulent au charbon, peut-être, je ne sais pas. Mais on voit que l'homme quand même se bouge et qu'il y a des ingénieurs qui cherchent de trouver des solutions, même si ça ne va pas résoudre le problème de la pollution, parce qu'on va quand même polluer par deux fois, en brûlant et en consommant cette essence, mais au moins on récupère les plastiques. Tu pollueras quand même beaucoup moins, parce que de toute façon, tu consommes de l'essence. Mais ça va peut-être faire baisser le cours du pétrole en plus. Parce que vu qu'on va produire du pétrole autrement qu'en allant en forêt. Donc, oui, je suis optimiste, mais je suis optimiste. Merci mon Thierry pour ce plastique qui est peut-être le carburant de demain. Dans un instant, le sondage que je vais lancer. Notre résurrection annuelle approche à grands pas. Cela fait longtemps que nous patientons en silence. Vous ne savez pas tout ce qui se passe de l'autre côté. Mais le temps est venu pour nous de bientôt prendre possession de BTLV. Car oui, même le numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué ne peut pas nous résister. Pour célébrer notre fête comme il se doit, croyez-moi, vous allez avoir des offres à en mourir. Retenez qu'il y aura du grabuge le 31 octobre à minuit sur BTLV. Oui, le 31, minuit. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les mecs en régie? C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est-à-dire qu'en fait, les mecs prennent possession de BTLV comme ça, ils balancent des trucs.
Donc si j'ai bien compris, il faut que je fasse attention le 31 octobre à minuit, hein, c'est ça, Pipo et Bimbo à la régie? D'accord, ils s'amusent, voilà, donc bon, bah écoutez, moi je ne maîtrise plus rien. Donc c'est Halloween, je me disais qu'il allait des offres en mourir, tout ça, machin, d'accord. Ok, on verra bien le 31 octobre prochain sur BTLV. Le sondage, croyez-vous à la vie de l'homme dans l'espace? C'est ce que nous allons évoquer, puisqu'on va évoquer les sols martiens et lunaires qui sont peut-être cultivables. Le sondage, croyez-vous à la vie de l'homme dans l'espace? On aura les résultats à la fin du sujet. On fait d'abord un tour sur les réseaux sociaux, François. Oui, avec Delphine qui voudrait savoir si tout le monde pouvait communiquer avec les animaux, eh bien tout le monde serait végétarien. Alors, Shaina, vous êtes végétarienne? Oui, bien sûr, parce que je mange pas mes amis. Donc vous n'avez rien à craindre. Moi, ça dépend, j'ai quelques amis. Je m'en suis bien accommodé. Et pour la première question, communiquer avec les animaux, c'est pas du tout un don. Moi, j'ai strictement aucun don. C'est juste des capacités qu'on a tous, que l'on développe, que l'on développe pas. Et en 2 jours de stage d'initiation, on peut se reconnecter et puis communiquer après avec ces animaux. Après, derrière, comme on le disait pour d'autres choses, ça demande aussi de la pratique et on propose des journées de pratique également. Est-ce que les animaux, quand tu arrives quelque part, sentent que tu as... Oui, c'est extra ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Tiens, il y en a une là, elle nous entend, c'est ça? Oui, déjà... C'est un peu comme pour les médiums et les fantômes, quand ils disent... voilà, sauf que c'est un sujet que je connais moins. Oui, mais qui est plus sympa, les animaux. Possible. Donc les fantômes, moi je les laisse au... Voilà. En fait, les animaux savent qu'on peut communiquer avec. Par contre, comme je disais tout à l'heure, j'ai écrit aussi un code éthique qui sous-entend de ne pas communiquer avec les animaux sans l'accord de l'être humain, sans l'accord de l'animal, et que l'humain donne son accord en sachant ce qui va se passer derrière. C'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais maintenant, on peut peut-être voir parce que c'est vrai que c'est notre ami Thierry qui avait la parole, et on va peut-être voir parce que Thierry a donné une photo de son... Comment il s'appelle ton chat? Manu. Voilà, c'est une petite chatte ou un chat? C'est un chat, une chatte. D'accord, elle est jolie, hein. Elle est très mignonne. Voilà, elle joue du piano. Regarde, là, on communique, hein. On communique ou pas, Sonia? Avec le regard. Vu, là, oui, avec le regard. Elle est folle, cette photo. Tout à fait. Hein. Là, elle essaye de dire des choses. Il est fou, l'autre, hein. Ça y est, il est complètement gaga. Hein. C'est-à-dire qu'on communique. Vu ce qu'elle lui a dit, il est encore plus gaga Regardez Michel Berger, tiens, regarde au piano. Alors, qu'est-ce que Manu a à dire à Thierry? Ok, alors je vais vous dire en gros, je vais vous dire des choses essentielles. Je vais pas tout dire parce qu'il y a des choses très intrusives dans la vie de Thierry. Et arrête YouPorn. Arrête de regarder YouPorn à 2h du mat, je dors. Donc quand l'animal il se présente, il arrive dans un endroit particulier et son arrivée est importante. Et quand Manu arrive, elle se présente timide, voire même craintive. Et elle dit « Je suis là pour recréer la communication entre les humains au niveau de la famille et renouer entre le clan des hommes et le clan des femmes-filles, féminin, masculin. » Une fois qu'elle a dit ça, elle parle de sa mission, puisque tous les animaux ont une mission avec un être humain de la famille. Même s'ils sont en amour avec tous les êtres humains du foyer, ils choisissent un des humains avec lequel ils vont... voilà. Donc il dit « Ma mission est avec Malo ». Et Malo, c'est qui? Malo, c'est son fils. D'accord, mon fils. Okay. Alors moi, au début, j'avais juste le nom du chat et le nom des humains de la famille, c'est tout. Je veux rien savoir avant de communiquer avec un animal, jamais. Et elle explique qu'avec Malo, elle s'en occupe pour l'aider à s'exprimer et à parler de ses ressentis. Alors, elle précise quand même que Malo lui parle de temps en temps et que lui a des difficultés, non pas pour communiquer avec elle, mais avec les autres êtres humains. Et qu'il est dans un sentiment d'enfermement dans sa vie actuellement. Qui, Malo? Malo. D'accord. Oui, donc Malo. ton fils a du mal à communiquer avec l'ensemble de la famille? Il est dans ses BD et les jeux vidéo, alors ça aide pas. Ça aide pas. Mais sans ça, effectivement, il a un petit côté, secret, un petit côté j'écoute, mais je vais pas forcément aller devant. Vous savez comment il est, Thierry? Un petit secret, acteur studio. Et confiance. C'est vrai que tu nous as fait un truc un peu mage. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. Donc là, je vais passer ça. C'était des choses très personnelles. Alors après, on s'est amusé à lui demander quelle est ta relation avec Thierry. Ah. Et là, j'ai éclaté de rire. Ah bon? Parce que c'est un chat qui a énormément d'humour. Et il dit, Thierry, j'en suis dingue parce qu'il est dingue. Ah. Et là, elle m'a montré beaucoup d'humour. Et elle dit, il me plaît, j'aime jouer avec lui. Et elle m'a montré à un moment donné Thierry qui glissait et qui se cassait la figure en jouant avec elle. Ah ouais? Et alors elle est... quand ça se passe, elle est aux anges. D'accord. Donc tu as une vraie relation avec ta petite chatte en fait, c'est ça? C'est ça. Elle est jeune ou pas? 4 ans. Ah, c'est plutôt jeune. Ouais, donc on court, on rigole. Ouais, c'est ça. Donc ça marche très effectivement. Bon.
Autre chose? Oui. Après, Et tout ça, tu l'as entendu, elle te l'a dit en fait, c'est ça? Bah ça, c'est le début, c'est la partie Ouais, c'est ça, spontanée. ouais. Et l'animal s'exprime et je note ce que notes l'animal ce qu'elle dit. dit, quoi. Voilà. Et ça, tout le monde peut le faire. Ouais. Mais ça, parce que c'est la question de Mathias tout à l'heure était intéressante, c'est-à-dire que tu vois une photo, comment tu arrives à la contacter, la petite chatte? Parce qu'à la limite, quand tu la vois devant toi, quand tu vois l'animal devant toi, tu dis, il peut y avoir une communication, il y a de l'énergie, etc. Mais quand c'est à distance sur photo, comment tu fais? Bah, en fait, je prends la photo, je m'adresse à elle, je lui dis, tu t'appelles Manou, ce que m'a dit Thierry, tu as 4 ans, tu vis avec un tel dans la famille. Est-ce que c'est bien toi? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour communiquer avec moi? Elle me dit oui. Je lui ai précisé que j'avais l'accord de l'humain. Et puis après, bah, c'est parti. Et après, j'entends ce qu'elle dit. En fait, je me connecte, alors sans aucune connotation judéo-chrétienne derrière, c'est une connexion d'âme à âme. Et c'est pour ça, l'animal, il peut être présent ou pas. Et même s'il est présent, je ne vais pas me baser sur ce que je vois avec mes yeux d'humain, mais sur ce que je reçois comme information à l'intérieur. D'accord. Okay. Bon, bah, magnifique. Il y a autre chose? Oui, bah c'était sympa aussi cette partie-là, parce qu'elle dit je suis heureuse de te parler, ça fait du bien. Ouais. En fait, pour la première fois de sa vie, elle a que 4 ans, mais elle pourrait en avoir 10. Ouais. Elle est enfin entendue dans ce qu'elle raconte. Et je lui ai pas donné des croquettes, je lui ai rien donné en échange. Elle a besoin de s'exprimer et de dire les choses. Et tous les chats n'ont pas ce droit-là, enfin cette opportunité. Cette possibilité. Ou les chiens, ou les autres. Et oui, tous les animaux. Et je voulais te demander, Oui. quand les animaux, tu avais l'impression de dire qu'ils nous choisissaient, Oui. est-ce qu'ils choisissent une famille où ils vont être maltraités? Est-ce qu'ils sont là pour quelque chose? S'ils ont une mission Oui. dans une famille ou un endroit où ils sont maltraités? Oui, ça c'est très difficile à entendre, parce que comme l'animal a une mission, quand il est dans une famille où il va être maltraité, il est là pour ouvrir la conscience de l'être humain. Et ce qui surprend toujours, c'est que ça marche. Alors pas toujours, mais ça marche. Et quand on a une association qui intervient trop tôt et qui vient chercher l'animal va souvent s'échapper et retourner de là où il vient parce qu'il n'a pas fini sa Pour mission. continuer le boulot. Alors il y a autant de missions que d'êtres humains et d'animaux, hein, donc là... Bon, affaire à suivre en tout cas. Ouais, on voit voilà. que voilà, il y a des choses à dire avec ton petit chat, faut que tu l'entendes. Alors, le sondage, croyez-vous à la vie de l'homme dans l'espace et non sur la Terre, comme bien sûr Pipo et Bimbo à la régie l'ont fait. C'est-à-dire que, et quand même, je leur donne à la régie quand même les 3 sondages 2 jours avant ou 1 jour avant, en disant voilà, préparez bien. Le premier sondage, ils se sont plantés, et le deuxième sondage. La vie sur la Terre. Ouais, c'est ça. Non, et ça leur pose aucun problème d'afficher ce sondage. Hein, donc voilà, magnifique à la régie. C'est super la concentration, c'est beau. On verra qu'on viendrait me demander l'augmentation. J'aurai des choses à vous rappeler. Bon, alors on va parler justement d'espace, François. Les sols lunaires et martiens sont cultivables. Bah, on se pose beaucoup de questions. Alors, on ne sait toujours pas comment aller sur la Lune. Enfin, on espère d'ici 10 ans. Moi, j'y crois pas beaucoup, mais tu connais ma position là-dessus, Bob. Et puis alors, sur Mars, j'y crois encore moins. Mais en tout cas, il y a des gens qui travaillent dessus. Et donc, on peut cultiver sur le sol martien et lunaire. Et d'ailleurs, tu es un peu complotiste quand même. Non, pas du tout. On n'est pas allé sur la Lune pour toi? Si, on était sur la Lune. Et on peut pas y D'accord. retourner. Ah bah, parce que ça coûte très cher. Enfin, s'il y avait une volonté réelle politique, on pourrait y retourner sans aucun problème. Le Donc problème, tout ce qu'on nous annonce, pour toi, c'est bullshit en fait. C'est qu'on c'est le ça. confie à des entreprises privées à qui on graisse la patte, on donne beaucoup d'argent et que finalement, à part montrer de nouvelles combinaisons et faire semblant de... Alors, François de est vendre des très billets. en colère contre Elon Musk, contre Richard Branson. Il pense que ce sont des rigolos. J'étudie ça depuis que j'ai l'âge de 10 ans, donc je connais bien le sujet quand même. Déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, certainement on ne te rappelle pas parce que tu as oublié, en 1999, les Chinois, il y a 20 ans, les Chinois seraient sur la Lune dans moins de 10 ans. Oui. On est bientôt en 2020. Ils sont où les Chinois sur la Lune? Non, pas. Donc, en tout cas, on peut, enfin une bonne nouvelle, on peut cultiver sur la Lune et sur Mars. Et c'est plus facile de le faire d'ailleurs sur Mars, qui est beaucoup plus loin. Matt Damon l'avait démontré dans Seul sur Mars. Hein, il faisait des salades et des patates. Alors, ils ont fait une expérience avec... ils ont créé de la régolithe. C'est pas pour rigoler, mais c'est un mélange de saleté, de poussière. Il fait des blagues tout seul. Vous voyez, François, il se fait... C'est bon, la régolithe. Et donc, c'est un mélange... Le blanc que t'as fait, t'as vu le moment de solitude pour François, là, si tu veux. Il a fait sa blague, il est content. Je me suis fié à moi-même. On dirait Stéphane Merde, je me ris dessus. Et donc, alors la régolithe, c'est un mélange de saleté, de poussière et d'autres débris trouvés au-dessus de la surface de Mars et de Lune. Donc, ils ont ramené et ils ont essayé de faire pousser des choses. Et ils ont réussi à avoir 10 cultures différentes. Alors,
du cresson, des roquettes, de la tomate, des radis, du seigle, du quinoa, des Tout ça épinards. sur les sols lunaires et martiens. Voilà, avec la terre, Ouais. donc cultivé sur la terre, hein. Mais avec du, avec du sol lunaire et martien. D'accord, donc ils ont pris du sol Voilà. lunaire et martien, où ils auront produit la composition. Ils ont créé. Et- Comment? Non, bah, évidemment que non. Qui êtes-vous? Bah non. Qui êtes-vous? Bah non. Évidemment que non. Ah, le combo, il était il était sublime. Comment? Vous me parlez, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Donc ce mélange martien est basé, pour répondre à ta question, sur des observations tirées des atterrisseurs vikings et du rover Pathfinder, et utilise principalement... Alors, ouais, justement, la réponse à ta question est là. Ils ont trouvé cette terre dans la région des volcans de Hawaï. D'accord. Parce que Hawaï, les volcans sont très proches du sol martien. D'accord, magnifique. Donc, en faisant ce stimulus, ça a été approuvé par la NASA, donc c'est sérieux, c'est pas Elon Musk et compagnie. Et ils ont recueilli ce matériel dans le désert en Arizona. D'accord. Donc ils ont pris de la terre d'Hawaï, ils l'ont mélangé avec des débris la terre d'Arizona, etc. Des saletés, enfin c'est un petit peu des gaz, quoi. Ils l'ont mis en terre d'Arizona, ils ont été en mesure de récolter suffisamment de graines de radis, de cresson, de seigle pour commencer une deuxième culture. Donc D'accord. tu fais une culture et puis tu peux en créer une seconde. Donc, Ok, donc de toute façon, voilà. ce que l'on sait, c'est On peut vivre sur Mars. qu'on peut vivre sur Mars. Donc voilà, en Pas tout cas, en on bon peut état. cultiver sur Ouais. Mars. Donc voilà. Bah, déjà, on peut manger, c'est déjà pas Maintenant, mal. la question est de savoir qui va transporter le tracteur jusqu'à là-bas. Donc voilà, ça c'est une vraie question. Donc affaire à suivre, bien sûr. Donc la question qu'on vous pose dans le sondage, bien sûr, croyez-vous à la vie de l'homme dans l'espace, hein, pas sur la Terre. Donc dans l'espace, c'est une erreur de la régie. Il y a quand même 82% des gens qui ont dit oui sur la Terre. Oui, bon, on y croit un peu, donc ça fait quelques milliers d'années, donc bon, on y est. Donc on va continuer à évoquer les choses assez particulières, parce que vous savez que la grande difficulté, quand on parle d'OVNI, quand on parle de vie extraterrestre, c'est souvent, et ce qui nous est opposé, c'est comment font-ils pour venir, parce qu'à la vitesse de la lumière, il est impossible, vu les distances, de venir. Donc, il y a peut-être d'autres moyens pour venir sur la planète ou pour se déplacer. On appelle ça la téléportation. Ouais. Peut-être qu'un jour, avec la téléportation, on pourra partir d'un point A à un point B. En tout cas, des téléportations sont réussies. On a réussi à téléporter quelques atomes, hein, je crois. Alors, comment? C'est chinois. Oui, en Chine et en Autriche. Mais je vais vous donner des téléportations qui vont nous être utiles. D'accord. Parce que la mouche, vous vous souvenez de ce film, La Mouche, où le sûr. mec se Avec Jeff Goldblum. Voilà, il se télétransporte. Et pourquoi il s'appelle La Mouche? Parce que quand il était dans la machine, il y avait une mouche. Donc il y a eu une symbiose de l'ADN de la mouche et de l'humain qui en fait un monstre après. Mais on est allé alors très loin de ça. On a en 2014 aux Pays-Bas, dans l'université de Delft, avec une équipe dirigée par Ronald Hanson, télétransporté un atome sur 3 mètres. Donc ça marche. Mais alors pour... La débauche d'énergie qu'il va falloir, à mon avis, pour transformer. C'est ça. C'est comme, effectivement, aller vivre sur d'autres planètes. Ok, c'est beau, ce serait peut-être possible, mais alors, on est très loin d'y arriver pour de vrai. Par contre, en Chine et en Autriche, on a réussi quelque chose dont on pourrait se servir rapidement. C'est pas tout à fait au point, mais c'est la téléportation d'informations et d'informations quantique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec toutes les télécommunications dont on se sert, accélérer, transporter plus vite et en sécurité grâce à ces fameux Qtrit. Vous allez vous renseigner sur Internet si vous voulez en savoir plus. En réalité, on connaissait les bits qui sont 1 ou 0. Eh bien, ces Qtrit, c'est de l'information quantique. Ça peut être 1, ça peut être 0, mais ça peut être 0 et 1 en code. Et en plus, comme un électron qui est partout et nulle part à la fois, eh bien, dans les Qtrit, ça peut être en même temps 1, 0 et 0 et 1. Ça peut changer, c'est modulable. Et ces Qtrit peuvent former comme des cages qui transporteraient à l'intérieur une information. Donc un vaisseau, quoi, c'est ça, presque. Un faisceau. Non, un vaisseau. Un vaisseau, voilà, comme un vaisseau. Et en plus, c'est de la téléportation. Donc, c'est pas quelque chose qui bouge. C'est comme un émetteur, un récepteur,
qui en plus amène l'idée de protection des données. Mais ce qui est surtout Internet, en fait. ouais, ce qui est intéressant avec la téléportation, c'est qu'en fait, ça dématérialise quelque chose C'est ça. pour le rematérialiser quelque part. Et le problème, c'est que Il n'y a pas d'information entre les deux, en fait. c'est que sur des corps qui sont des agrégats d'atomes, en fait, tu n'arrives pas à... tu peux téléporter un atome, mais sur des agrégats d'atomes, tu n'arrives pas à reproduire l'agrégat Voilà, initial. Quoi. ouais, ça c'est vient de la soupe à la C'est fin. ça, Voilà. c'est ça. Donc, vaut mieux donc prendre le un premier des homme qui va très, très, essayer, très- faut se dire, je vais finir en il risque milkshake, de quoi. finir. C'est ça, donc... Sauf si on est à la fois ici et ailleurs, en même temps. Mais ça, c'est le quantique. Voilà. Ça, c'est alors. On a parlé d'ailleurs sur btl.fr, il y a un article sur le nouvel ordinateur quantique qui, en 3 minutes, calcule 10 000. ce qu'on mettrait 10 000 ans à faire avec un ordinateur normal. Hein, donc en 3 minutes. Donc on imagine Et c'est bien la même que. idée, puisque une pièce, elle est à la fois pile et face, et avec le quantique, elle est à la fois pile et face. Mais regarde Jean-Pierre Garnier-Mallet, le physicien, quand il vient ici, qui parle de dédoublement, de double causalité, etc. Il dit qu'en fait, on est à des endroits différents. C'est-à-dire que c'est le quantique. C'est-à-dire que Mathias Stubbe. J'ai jamais rien compris. Bah, Non, si, mais ça. alors, c'est très J'ai compliqué. compris, c'est l'histoire de la pièce. Voilà. Une pièce, elle est soit pile, soit face. Ouais, Avec ouais. le quantique, elle est pile et face à la fois. C'est ce qui expliquait, ça revient à joint. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être dans ta vie là aujourd'hui, et Mathias peut être dans une autre temporalité, en train de vivre une autre vie. Et parfois, le Mathias d'une autre temporalité quantique peut avoir une influence sur le Mathias d'aujourd'hui. Donc tu t'en aperçoives. Voilà. Et ils sont aperçus. Oui, c'est ce qu'il y a dans le film Interstellar. Oui, et puis ils se sont aperçus surtout qu'il y avait une expérience qui avait été menée en Arizona par un physicien qui est malheureusement décédé. Et il s'est aperçu qu'en fait, on avait la réponse à des questions 0,5 secondes avant s'être posé la question. Et autre chose, par exemple, quand on te dit que tu vas avoir mal ou quand on te montre une aiguille, tu ressens la douleur avant d'avoir été piqué. Ouais. Donc en fait, l'information, tu l'as avant de t'être posé la question ou d'avoir vécu la chose. Donc tout cela se dit, mais qui te donne l'information ? Est-ce que c'est pas un double quelque part qui dit attention, tu vas avoir mal ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a tout un... Ça, c'est les physiciens et c'est le quantique. Hein, c'est un peu Et l'autre compliqué. solution, c'est la télépathie, tout simplement. On peut se Oui, déplacer. alors justement, en télépathie, on reçoit les informations sous forme de haut débit. C'est-à-dire qu'on reçoit, ça va très très vite, hein, tu as vu tout à l'heure, ça va très très vite, et ensuite, dans un deuxième temps, on traduit l'information qu'on reçoit. Donc Tu sais qu'Edgar Mitchell, quand même, qui est cosmonaute, Ouais. qui a été sur la Lune, avait fait sous le couvert de la NASA, parce que la NASA a accepté dans ses heures de repos, des expériences de télépathie entre la Lune et la Terre, voilà, et entre le vaisseau lunaire, etc. On n'a pas véritablement eu les... Tout le monde a dit que ça n'avait pas marché, d'autres ont dit que ça avait marché, mais en tout cas lui-même qui était... Ils ont essayé quand même. Ils ont essayé de fonctionner. Donc effectivement, on se dit, mais pourquoi finalement on n'y arriverait pas ? Parce que comme on n'est qu'énergie, on véhicule bien nos pensées, pourquoi ne pas y arriver ? Alors, à ce propos, s'il y a un médecin qui veut faire des tests sur mon cerveau quand je suis en communication avec un animal, ça fait un bout de temps que j'y pense. Je trouve que ce serait super intéressant. Voir ce qui se passe en fait, Ce c'est qui ça ? se passe dans le cerveau, quelles sont les zones du cerveau qui bougent. On l'a déjà fait en méditation. Bien sûr, ouais. Là, je suis pas en méditation, j'ai les yeux ouverts, je communique avec l'animal immédiatement. Et j'aimerais bien faire Il faut ce genre de savoir, test. ce qui serait bien, c'est qu'on mette des trucs aussi sur des trucs sur l'animal, pour Ouais. savoir si lui aussi, les mêmes zones bougent ou si les trucs, ce serait génial. Alors, on s'est rendu compte en faisant un test avec une vétérinaire que quand l'animal est en télépathie, il a la tension qui baisse. Donc un animal qui était en en hypertension, immédiatement ça fait baisser et ça décélère le rythme cardiaque. Je ne sais pas si c'est très français, Si, mais en tout cas ça on l'a constaté. C'est génial. Voilà, donc ça c'est super intéressant, mais pour le moment j'ai pas eu l'occasion d'aller plus loin. Mais Donc c'est- je lance cet appel. Ben oui, mais tu as raison, parce que moi je suis un peu énervé de tous ces scientifiques qui ne peuvent pas venir sur ces terres-là, parce que C'est ça. j'étais avec Alain Froment du Musée de l'Homme lorsqu'on a fait la semaine dernière une table ronde sur l'archéologie. Il disait c'est dommage que mes collègues ne viennent pas plus sur votre chaîne, quel que soit leur chair ou leur milieu, parce que c'est la porte ouverte à tous les autres fantasmes. Quand on a des spécialistes, des scientifiques qui disent et qui viennent, qui peuvent opposer ou qui peuvent étudier, ça diminue l'irrationalité. On se dit tiens, Tout à fait. on a une... Et là, je trouve que c'est génial de dire tiens, il y a quelqu'un qui dit communiquer avec un animal. Moi, je serais chercheur, je dis putain, mais je vais aller voir ce qui se passe. On a eu Monique Jorland également ici, qui est une médium, qui disait mais j'ai un copain Toubib, je lui ai dit je te confie mon cerveau une fois que je serai décédé pour que tu vois si tu trouves pas des choses, des zones un peu soit atrophiées, soit augmentées, pour savoir ce qui se passe dans ma tête, parce qu'elle dit communiquer avec les morts.
Je trouve ça intéressant, c'est dommage que les scientifiques n'y aillent pas. Donc si vous êtes médecin, si vous avez les moyens peut-être d'étudier le cérébral de Shaina, eh bien n'hésitez pas à nous écrire rédaction@btlv.fr, on transmettra. Il y a une timidité de la part des scientifiques. On parlait de l'âme, en tout cas de la conscience. Ils sont une centaine de scientifiques, peut-être de laboratoires avec plusieurs scientifiques à étudier ça. Et effectivement, comme tu le dis, Bob, mais comment les scientifiques ne sont pas dit... Il y en a quelques-uns qui se sont posés la question. Mais Einstein se posait des questions là-dessus. Mais la preuve, on en a de plus en plus des scientifiques qui viennent sur BTLV. Ça commence, on voit que... En plus, ces sujets sont à la mode, donc ils sont obligés un peu aussi de pas laisser la porte ouverte à tous les farfelus. Donc c'est bien de... Mais c'est ça, en plus, c'est ce que tu dis, c'est que si les scientifiques s'intéressaient un peu plus à tous ces sujets-là, ça serait autant de terrain qui ne serait pas laissé à tous les... non seulement les farfelus, mais il y a aussi beaucoup de charlots, de charlatans et d'escrocs. Voilà. Ça désacraliserait, peut-être ça confirmerait, et on avancerait bien. Tout à fait. Alors à ce propos, on a de plus en plus de vétérinaires qui viennent se former à la communication animale. Ouais. Donc, alors avec l'esprit rationnel, parce que c'est important, nous on n'est pas vétérinaires, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en travaillant ensemble. C'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'il y a des maladies, on ne sait absolument pas pourquoi. Même avec un diagnostic vétérinaire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, on ne trouve pas de solution. Quand l'animal nous explique pourquoi il est malade et ce qui se passe, ben là, on a l'histoire. Oui, parce que et comme chez l'humain, chaque maladie a une cause. Donc c'est vrai que l'humain peut éventuellement formuler quelque chose. En plus, l'animal ne sait pas formuler tout cela. Qu'il le sache. Voilà, c'est ça. Mais alors, juste pour aller au bout du truc, l'animal a accès à l'inconscient de l'être humain. Donc il va pouvoir, puisqu'on s'est aperçu que les maladies de l'être humain se retrouvent chez l'animal. Les vétérinaires le savent aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'en interrogeant l'animal, c'est-à-dire que l'animal prend les pensées, les émotions chez l'humain et transforme en maladie et va avoir soit lui prendre la totalité, soit une partie. Donc il y a même un vétérinaire qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'animal et le miroir de l'homme. Donc lui, dans son cabinet, il a fait l'expérience. On s'en rend compte tout le temps en communication animale. Ça va loin. Un animal peut arriver avec un rein en moins parce que l'humain a un problème au rein. Il va l'interpeller par rapport à ça pour qu'il règle la cause. On a tant de choses à apprendre de la part des animaux, et c'est absolument incroyable. En tout cas, il y a des possibilités pour vous de suivre des stages avec Shaina. Vous avez le site internet, c'est comment ? Shaina-lebeau.com. Voilà, donc il n'y a rien de plus simple. Vous avez quelques-uns des stages. Alors ceux-là sont complets. 7 novembre, je crois, à Aiguillon, c'est complet, c'est ça ? Oui. Et celui d'après à Toulouse, le 9 et 10 novembre à Toulouse, c'est aussi complet. C'est complet. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Voilà, sur le site internet, dans Agenda des stages, il y a toutes les dates par lieu et par date. Vous arrivez, bienvenue. En ce moment sur BTLV. C'est tellement compliqué, cette chaîne, en fait, entre l'image, la personne qui va lui dire, en l'occurrence moi, quand j'ai des flashs, la personne qui reçoit et l'événement qui va arriver, c'est 4 choses, en fait. L'homme de Néandertal, pendant longtemps, on a pensé que c'était une espèce de sauvage qui n'avait pas de capacité d'abstraction aussi importante que le Cro-Magnon. En fait, là, on se rend compte que lui aussi, il avait des rituels, il avait une certaine spiritualité. Il n'y a eu jamais aucune trace de civilisation humaine sur ces îles. D'accord. On est dans le vent des îles, des blocs montagneux. À la jonction, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de 2 plaques tectoniques, européennes et africaines de notre côté. Il n'y a rien trouvé. Pour avoir accès à plus de 4000 heures d'émissions en illimité et sans pub, abonnez-vous. Rendez-vous sur btlv.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez la possibilité de le faire à plusieurs tarifs bien sûr, et notamment cet abo solidaire que nous avons mis en place la semaine dernière. Vous pouvez y avoir accès si vous faites partie des gens qui sont dans cette catégorie ou dans ces catégories. À moindre coût, vous pourrez avoir à BTLV en illimité. Je voudrais saluer Christian qui dit bravo pour votre travail. À toute l'équipe, vos sujets sont variés et passionnants. Salutations à Mickaël du Québec. Vous êtes nombreux à nous écouter, à nous regarder du Québec. Merci infiniment. Croyez-vous à la vie de l'homme dans l'espace ? C'était le sondage. 63% disent oui, 38% d'entre vous disent non. Voilà, dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue concernant cette vie dans l'espace. On va évoquer, on arrive bientôt au terme de cette émission, les ultrasons qui seraient peut-être plus forts que les antidépresseurs. Oui. On en apprend des choses avec la médecine. Ouais, de plus en plus. Alors nous, en France, on est un peu les... Enfin, on
On a tendance à penser, on est les champions du monde de consommation de médicaments. Ouais. Hein, Et ça, d'antidépresseurs en plus. Alors, d'antidépresseurs, pas tant que ça. On est des gros, ouais. Non, j'ai découvert qu'on était dans la moyenne haute, mais on n'est pas les plus grands consommateurs d'antidépresseurs, c'est l'Islande, figure-toi. Ah ouais. Ouais. En même temps, je sais pas pourquoi. Il se passe rien. Mais toujours est-il qu'on reste quand même des gros consommateurs, notamment d'antidépresseurs, puisque un Français sur 4 à peu près est sous un psychotrope médical, donc ça fait quand même pas mal. Et bon, la tendance. Français sur 4 quand même. Ouais. La tendance est quand même donc largement à la baisse. Il y a quelques années, on était vraiment très haut dans le tableau. Là, ça baisse, et notamment par la mise en place de thérapies physiques et non plus de thérapie chimique. Ça, c'est la grande tendance. C'est qu'on remplace la chimie, donc les psychotropes, les antidépresseurs, les neuroleptiques, par des thérapies physiques. Alors, quand on dit thérapie physique, ça fait toujours un peu peur parce qu'on pense aux électrochocs, notamment, qui est probablement auquel on revient, d'ailleurs, aujourd'hui. Les impulsions électriques, les ondes électromagnétiques et notamment les ultrasons qui, aujourd'hui, sont la voie qui est la plus creusée par la recherche médicale. Et puis peut-être la moins intrusive en plus. Voilà. Alors, justement, tu y viens. C'est une des raisons. Alors, c'est une piste qui est explorée depuis pas mal de temps, puisque la première implantation d'une électrode sur un système nerveux, ça a eu lieu en 67. Donc c'est quand même assez ancien. Et depuis, les techniques de ce qu'on appelle la neuromodulation, ont grandement évolué, puisque la stimulation cérébrale profonde qui consiste à implanter une électrode dans un cerveau, notamment chez les malades de Parkinson, pour venir stimuler leurs neurones, est devenue un traitement assez courant en France. Ouais. Alors le problème de ces électrodes notamment, c'est que c'est une technique assez invasive, qui est compliqué à mettre en place, qui laisse des séquelles et qui, pour le coup, dont on maîtrise pas complètement non plus tous les effets secondaires. Donc invasive, trop lourde, très coûteuse. Toutes ces techniques aujourd'hui sont un peu en stand-by. Et depuis une dizaine d'années, et aujourd'hui, on arrive à des résultats qui commencent à être probants. L'une des voies de recherche les plus prometteuses, c'est l'application d'ultrasons sur le cerveau. Voilà. Alors, ces ultrasons, on les utilise déjà dans un but thérapeutique avec la lithotripsie, qui est une technique employée pour la destruction de calculs rénaux. On détruit des calculs rénaux par les ultrasons. Et on s'aperçoit que ces ultrasons pourraient être tout à fait efficaces pour traiter les patients dépressifs qui résistent à la pharmacopée classique. Qui en plus est de plus en plus moins efficace, parce qu'on rentre tellement que finalement le corps s'habitue à tout. C'est moins efficace, et puis tu as quand même 30 à 40% des patients dépressifs qui ne répondent pas aux antidépresseurs, ou qui répondent très peu. C'est pas efficace. De toute façon, une obligation de chercher des thérapies complémentaires. On est sur un média complémentaire, donc ça tombe pas mal. Alors comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la TMS, la stimulation magnétique transcrânienne, ou TMS. Et c'est plus l'électricité qui est donc utilisée, mais les champs électromagnétiques. Et on pense qu'il y a des applications extrêmement importantes à faire, notamment pour le traitement donc des dépressions résistantes, mais aussi des TOC ou d'autres maladies neurobiologiques. Pourquoi ? Parce que la TMS, donc la stimulation électromagnétique, stimule des zones superficielles du cerveau et non les ondes profondes qui sont impliquées dans la dépression, et on s'aperçoit que ça a des effets qui sont tout à fait autres, en fait. C'est un peu effrayant ce que tu dis là. Ça fait penser un peu à Orange Mécanique. Bah non, parce que Orange Mécanique, c'est plutôt les électrochocs, non ? Oui, enfin, c'est un peu le même système de trifouiller le cerveau avec des ondes diverses pour essayer de... Dans Orange Mécanique, il balance des images. C'est ça, ouais. Là, il n'y a pas d'image. Bah, ça peut paraître effrayant, mais en fait, les résultats sont là. Et notamment, on s'aperçoit qu'il y a eu une expérimentation de neuromodulation par les ultrasons chez les souris. L'ultrason, il est neutre, hein. C'est-à-dire que finalement, l'ultrason, il n'est pas invasif.
et t'as pas d'information. C'est pas l'électricité. Rappelle-toi, l'électricité, quand on mettait les pinces, là, les trucs, là, c'était comme ça. Tiens, on va te refaire le cerveau. Enfin, c'est pas parce qu'on le sent pas que ça n'a pas d'effet sur le cerveau. Hein. Ah bah... Oui, mais c'est quand même. Le but, c'est que ça ait des effets, mais que ça ait des effets thérapeutiques. Oui, c'est ça. Voilà. Effectivement, si on te met des ultrasons et que tu deviens un légume, c'est dangereux. Je préfère tenter l'illustration que l'antidépresseur perpétuel qui est chimique, qui te fait devenir un légume quand même. Hein. Parce que l'antidépresseur, t'es un légume. T'as plus d'érection, parce que la plupart, dans les effets secondaires, il y a un problème de libido. Enfin, quand même, les gens qui sont traités, leur vie, elle est un peu de toute façon, suspens quand même. Hein. Que ce soit des thérapies physiques ou chimiques, c'est invasif et tu essayes de corriger quelque chose et il y a toujours peut-être des effets secondaires. Donc ça peut effrayer effectivement, mais comme la médecine en général peut être effrayante, quoi, tu vois. Dès l'instant qu'on s'attaque au cerveau, c'est toujours. Ouais, alors effectivement, après là ça touche le cerveau. Alors je fais juste pour dire, ils ont fait quand même des essais sur les souris avec un protocole assez simple. Tu as deux groupes de souris, un groupe qui est sous un antidépresseur qui s'appelle la fluoxétine. Et l'autre groupe qui va bénéficier, lui, d'ultrasons transcrâniens. Et ces deux groupes sont stressés. Donc on stresse les deux groupes et on va comparer les comportements. Et là, on s'aperçoit que, en fait, notamment sur le test de construction de nid, du nid, les souris qui sont traitées par ultrasons construisent vite et mieux leur nid. Et plus vite et mieux que celles qui sont sous fluoxétine. Et par ailleurs, il semblerait que sur le groupe de souris qui a été traité par les ultrasons, l'anxiété de la souris est beaucoup moins forte. C'est-à-dire qu'en fait, l'ultrason ne te rend pas légume, un peu, parce que l'antidépresseur, souvent, il te fait bout. Donc imaginez, si tu es traité par ultrason, tu perds pas tes facultés. Donc les souris qui sont traitées par ultrason vont plus vite. Non, justement, pour rassurer François, c'est ce que dit le chercheur, c'est que ça ne traite que des zones superficielles du cerveau, tout en étant apparemment efficace. Donc l'invasion, le côté invasif de la chose est beaucoup moins grand, quoi. Voilà. Affaire à suivre. Autre chose? Affaire à suivre. Non, merci. Alors, juste une dernière question, Shaina, on parle de souris, etc. Oui. Est-ce que tu es déjà rentré en contact avec des animaux qui avaient été... qui avait servi de cobaye, parce que là, on imagine que si jamais tu rentrais dans un laboratoire où les animaux traitent les cosmétiques, la bouffe, les médicaments et tout machin, ça va être l'horreur. Alors, ils sont indulgents, les animaux, envers nous, parce qu'on les maltraite quand même. Alors, c'est l'horreur. Je sais qu'il existe également aujourd'hui des laboratoires, enfin pas des laboratoires, mais des organismes qui ont mis dans l'étude des animaux le bien-être animal à l'honneur. C'est-à-dire que comme c'est obligatoire pour certains médicaments, certains, ils ont réussi à faire rentrer ça. Donc ça, c'est chapeau, c'est extraordinaire. Par contre, utiliser les animaux à mauvais escient, comme là, pour quelque chose qui on ne sait pas si ça va aboutir ou pas derrière, enfin, je trouve sincèrement qu'on est dans la maltraitance animale. Après, l'autre sujet par rapport à ce qu'on vient d'aborder, pour moi, il y a deux choses. Communiquer avec un animal sous anxiolytique, c'est possible. Par contre, on va avoir un temps de latence qui va être beaucoup plus long, donc ça demande de la patience. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est possible. Et la deuxième chose, je me suis rendu compte, parce que je parle que d'expérience, jamais de choses que j'ai entendues ou autres, et mon expérience me montre que quand on travaille sur soi, avec des thérapeutes ou autres, tout ce qui se passe derrière, que ce soit pour les animaux ou les êtres humains, on peut le mettre de côté, parce qu'au fur et à mesure, on retire les voiles et les comportements inadaptés chez l'être humain et chez l'animal. Et chez l'animal, en une séance, le comportement inadapté disparaît. D'accord. Voilà. Mathias, tu voulais rajouter quelque chose? Il y a des psychothérapeutes pour animaux, et ça fait souvent un peu marrer, notamment, je crois qu'il y a des psychanalystes pour animaux. Le fait qu'il y ait... Ça a commencé par les États-Unis. Oui, c'est ça, aux États-Unis. Le fait que la communication animale puisse se développer comme vous le faites, ça pourrait donner vocation à justement une nouvelle activité de thérapeute pour animaux, puisque si les animaux communiquent et ont besoin d'une façon d'évacuer un certain nombre de stress, ça peut... C'est pour ça que... Si, j'ai... Parce qu'il y a quand même une science dure
qui va la brûler sur le bûcher de la sorcellerie quand même. Oui, mais avant qu'on ouais, accepte ça sera décrié, qu'on discute mais avec des animaux, les mecs vont dire attends, ça existe déjà aux États-Unis. T'as des psys qui sont spécialisés sur les chiens et les chats. C'est ce qu'on fait en fait. C'est exactement ce qu'on fait. Et alors, je vais aller quand même beaucoup plus loin. La question, c'est est-ce que ça pourrait s'institutionnaliser? Oui, alors justement, j'allais y venir. C'est que j'ai créé une école qui s'appelle la Goutte d'eau du colibri, évidemment. Et dans cette école, il y a tout un parcours qui permet, après l'initiation, d'approfondir, d'aller plus loin et d'en faire un métier. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sorties de l'école avec un certificat de capacité qui n'est pas reconnu, mais qui existe et qui dit, ben voilà, ces personnes-là, elles sont capables de communiquer avec les animaux, d'aller en profondeur. Et troisième chose très importante, de faire entendre à l'être humain ce que dit l'animal. D'accord. Donc, oui, la psychologie des deux côtés, en fait, c'est ça. Donc il faut que l'humain aussi accepte ce que l'animal dit, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. Et oui. Merci Shaina Lebeau d'avoir été avec nous en grand témoin. Merci de m'avoir invité. C'était un vrai bonheur. Donc voilà, on va pas mettre 5 ans pour se revoir. Les informations sont sur shaina-lebeau.com pour ses stages, pour tout ce dont elle vient de parler. Merci Mathias. Merci François, merci Thierry, merci à la régie. Pipo et Bimbo étaient en pleine forme aujourd'hui. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. On va se quitter avec la bande-annonce du film qui est en VOD et qui fait un carton en ce moment. Film tiré des travaux de Bleuette Dio, réalisé par Jean-Raymond Binet. C'est en VOD sur btlv.fr. Ça s'appelle Le Tertre Sacré. Salut.